Bonsoir à tous. On va commencer. Thibaut, t'es prêt? Ça va? Non, mais j'y vais. Bah, écoutez, c'est un grand plaisir d'accueillir Mona, Benoît et Thibaut ici à l'école, qui sont des co-auteurs, co-autrices et habitants du livre Première secousse, j'en dirai deux mots, et puis habitants de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Ça prend tout son sens dans un cycle, donc je pense un certain nombre d'entre vous êtes bien au courant, et d'une exposition qui s'appelle Agriculture et Architecture, dont le commissaire d'exposition est Sébastien Marot. Une exposition qui a lieu juste au-dessus, là, au 1A. Pour ceux ou celles qui ne seraient pas allés la voir, je vous engage fortement à y aller. Ça questionne finalement nos liens, enfin le lien en tout cas de deux disciplines que sont l'agriculture et l'architecture. Et ces liens depuis finalement des temps un peu ancestraux, mais finalement aujourd'hui de ce que ça nous dit du monde dans lequel on vit, d'une forme de dévastation du monde aussi dans lequel on est aujourd'hui, et de finalement aussi d'espoir à venir. Donc dans ce cadre-là, il y a l'Ardépa et l'école d'archi se sont associés, et il y a toutes les semaines des conférences, des tables rondes. La semaine dernière, l'Ardépa a animé une table ronde dans laquelle notamment il y avait des gens qui sont sûrement proches des soulèvements, qui sont l'atelier paysan. Voilà, donc je n'en dirai pas plus aujourd'hui en introduction, si ce n'est que l'invitation, elle part de ce livre, Première secousse, et c'est aussi comme ça que Mona, Benoît et Thibaut vont nous présenter à la fois le livre, mais en fait le livre retrace beaucoup de choses et retrace notamment des luttes, sachant que les soulèvements est quand même un collectif assez récent de 3 ans, mais ils vont nous en parler et nous raconter cette histoire-là qu'on souhaite longue. Peut-être donc quelques mots de qui est qui. Donc je commence par... Ah oui. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis donc habitant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et engagé de diverses manières dans les soulèvements de la terre, sur de l'accompagnement de diverses actions un peu partout en France. Pendant très longtemps, on était assez concentré sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et puis après l'abandon de l'aéroport, c'est bien, là, depuis plusieurs années, on a pu aller appuyer, rencontrer des luttes un peu partout. Et tout comme ma camarade Mona, je fais partie d'une coopérative, la coopérative Bocagère, qui est née après l'abandon, et je le mentionne parce que cette coopérative, elle a eu la singularité de se donner une double vocation. D'un côté, la construction de bâtis, et de l'autre, l'agriculture. Souvent, on a des coopératives qui font soit l'un, soit l'autre, et nous, on s'est dit que ces deux aspects, agriculture et architecture, étaient tellement essentiels dans ce qu'avait été l'histoire de notre lutte qu'on les a joints dans une même structure. Bonjour, merci d'être si nombreux aussi, et merci pour l'invitation. Moi, je suis Mona. Du coup, j'habite aussi à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis 2016. On est de la promo 2016 avec Thibaut. On est arrivé en 2016 tous les deux. Et je suis éleveuse sur la ZAD. J'ai des vaches allaitantes et des cochons, et je suis bouchère aussi. Voilà. Et donc impliquée aussi dans les soulèvements de la terre. Et Thibaut, j'ai eu la chance de faire des études d'architecture dans ma vie, une fois au moins. Et du coup, à la ZAD, pris dans les soulèvements, aussi pris dans un réseau qui s'appelle Reprise de Savoir, qui essaye de faire un peu une école hors des mondes académiques, mais pourquoi pas aussi des fois en discussion. Et dans les bâtisseuses des terres, dont on parlera à la fin. Et je me présente également, Maëlle Tessier, je suis architecte, praticienne, et également professeure dans cette école d'architecture. Avant de vous laisser la parole, juste pour structurer en tout cas le temps de présentation, on essaiera de laisser le plus possible aussi de temps à l'échange et au débat à la fin évidemment, mais il y a plein de choses à aborder, plein de sujets, des gens plutôt passionnés, donc voilà, il faudra à la fois en dire beaucoup puis vous laisser ce temps d'échange, on espère au bout d'une grosse heure de présentation. Juste pour introduire les échanges, dans le livre Première secousse, il y a 4 grandes parties. Et donc c'est un peu ce fil que vous allez suivre. La première, Benoît t'en aura la charge sur la question de désarmer le béton. Mais tu nous présenteras également finalement l'histoire de la ZAD et l'histoire des soulèvements et de ce que c'est, voilà, en intro. Puis ensuite, on aura une deuxième grande partie autour du complexe agro-industriel, de ses démantèlements et de ce que signifie la reprise des terres. Voilà. Et on finira probablement sur des luttes locales en Loire-Atlantique. Thibaut, donc, tu interviendras à plusieurs moments.
Moi, je veux juste reprendre une petite phrase en introduction. Beaucoup dans votre livre, on se bat pour des conditions de vie, pour des qualités, des conditions de vie, une égalité d'accès aux ressources. Et le petit parallèle que je me suis fait rapidement, c'est vous parlez beaucoup de comment l'agriculture paysanne versus l'agriculture industrielle. Et on peut se poser la question de l'architecture industrielle versus l'architecture artisane. Et c'est de ça aussi que j'aimerais peut-être, après qu'on ouvre le débat, sur comment le combat que vous menez, le combat qui est mené, ça peut évidemment devenir le combat aussi de ce monde de l'architecture aujourd'hui. Eh bien... Super. Est-ce que Thibaut, tu crois que tu pourrais aller préparer cette petite vidéo d'1 minute 23 ? Non, pas maintenant. Moi, je dis quelques mots. Moi, j'imagine que vous avez sûrement déjà entendu parler des soulèvements, d'autant que notre ex-ministre de l'Intérieur a essayé de nous faire une espèce de gros coup de pub l'an dernier, il y a un peu plus d'un an. Mais en même temps, vu que je ne sais pas exactement, je me dis je vais reposer un peu les bases de qu'est-ce que c'est ce mouvement rapidement. Mais quand même, je me demandais, parce que ça m'intéressait de savoir combien de personnes dans cette salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes déjà venu à une manif ou une action des soulèvements de la Terre dans les 4 dernières années? Waouh, c'est pas mal, merci. Et est-ce que des personnes parmi vous sont déjà venues sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Parce que je vais en toucher 2 mots aussi, du coup c'est pour me rendre compte. Waouh, cool, merci pour le sondage. Les soulèvements, c'est donc un mouvement qui est né il y a 4 ans par une assemblée en pleine période de Covid sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. À un moment, on disait tous et toutes « Ah, il faudrait que le monde d'après ne soit plus celui d'avant », et notamment sur des questions de dégradation environnementale, mais aussi des conditions de vie en général. Et à un moment, on avait du mal à s'organiser, à se réunir. Et à un moment, fort un peu de notre expérience avec le mouvement anti-aéroport et des liens qu'on avait faits avec des mouvements paysans, avec la jeunesse climat qui avait beaucoup manifesté dans la rue massivement sans être entendu, avec tout un tas de luttes locales qui se battaient contre des destructions de forêts et de terres agricoles par chez elles et eux. On a convoqué un peu tout ce monde parce qu'on était sur un espace où on avait une liberté de se rassembler en plein air, on va dire, qui permettait un peu de continuer à s'organiser politiquement. Et on s'est dit qu'on allait proposer un mouvement national pour la défense des terres. Et on y reviendra tout à l'heure quand on s'est dit défense des terres, ce n'est pas depuis un point de vue simplement écologique, mais aussi de pourquoi la question de la terre, de l'accès à la terre, de la protection des terres, c'est à la croisée entre des problématiques qui sont aussi bien effectivement environnementales, mais aussi sociales et aussi décoloniales, quand on pense à plein d'enjeux extractivistes, entre autres. Et on s'est donné un peu 2 objectifs majeurs d'intervention sur les terres. On s'est dit que les 2 problèmes majeurs qu'il y avait autour des terres, c'était l'artificialisation d'un côté. L'artificialisation, c'est la disparition des terres, de leur vocation agricole, des forêts, des zones humides, au profit de formes de bétonisation, ou en tout cas de formes qui vont dégrader ces différentes fonctions des terres. Et puis, ça, c'est l'artificialisation. On s'est dit, bon, ça, c'est un phénomène massif et extrêmement problématique. Et le deuxième phénomène, et ma camarade reviendra là-dessus, c'était s'attaquer au phénomène d'accaparement des terres par l'agro-industrie. C'est-à-dire que des terres nourricières, protégées, fertiles, soient de plus en plus prises pour un usage agro-industriel qui les détruit, qui les stérilise, qui les empoisonne à bien des égards. Donc, on est parti de ces 2 enjeux, artificialisation, accaparement. Et on s'est dit qu'à bien des égards, on partageait le sentiment que les formes d'action, de manifestation classiques, aussi essentielles et précieuses qu'elles soient, les recours juridiques, les moments comme on partage ici pour échanger, n'étaient pas suffisants pour être entendus par les gouvernants de ce monde et qu'il fallait qu'on retrouve des formes d'action directement impactantes qui permettent d'agir sur une situation. Quand je dis agir sur une situation, ah oui, non, mais t'es pas obligé de passer maintenant, c'est... Ah, wow, on s'en fout. C'est pas grave. Quand on dit directement impactante, c'est qu'on s'est dit à plein de moments, nous, notre expérience sur la ZAD, ça a été par exemple de se dire, quand les chantiers démarrent, quand les tractopelles arrivent, s'il n'y a pas des gens pour s'opposer physiquement aux tractopelles, s'il n'y a pas des gens pour empêcher les chantiers, à un moment, il y a une espèce de fatalité que les chantiers vont se faire, que la police va gagner, va accompagner les tractopelles et qu'à un moment, des terres vont disparaître. Et notre expérience, c'était à un moment donné, il faut être capable de cette mise en jeu, on pourrait dire physique, matérielle, et qui passe par des formes d'action que nous, on s'est donné 3 grandes formes d'action avec les soulèvements.
l'occupation, occuper des terres ou des forêts ou pour empêcher qu'elles soient détruites, y vivre, les protéger. Ça a été le blocage économique de telle ou telle industrie, de tel ou tel chantier pour le ralentir, voire l'empêcher. Et puis chemin faisant, il y a une nouvelle forme d'action qui est apparue, on y reviendra, qui était le désarmement, le fait de démonter directement, démanteler, saboter. Voilà, on pourra revenir sur ce terme-là. Et un peu, nous, notre point d'attention, ça a été de se dire, il y a tout un tas de luttes locales qui tentent, par divers biais, de protéger leurs terres, leurs forêts, leurs zones humides, etc., de se protéger des pesticides, de se protéger d'industries extrêmement polluantes à côté de chez elles, et qui des fois y arrivent, et qui des fois ne sont pas suffisamment nombreuses et audibles pour arriver à remporter des victoires. Et l'idée, avec un mouvement national, c'est de se dire, on est plein, on est des réseaux de toutes sortes, encore une fois, d'organisations nationales, de paysans, paysannes, d'habitants sur des territoires. Et si à un moment, on fait converger nos forces à des moments stratégiques, on est capable d'opérer des points de bascule. On est capable, au moment où nos camarades qui pendant des années essayent d'empêcher les chantiers de bassines par des recours légaux, par de la pédagogie, etc., quand ces chantiers vont démarrer, si on est capable de venir de partout en France pour envahir le chantier et démonter les tractopelles, ça peut changer la situation. Donc c'était un peu ça l'idée des soulèvements, et de retrouver une foi et une joie dans l'action directe collective, parce qu'on a le sentiment très partagé, puis c'était encore pire, je crois, ce printemps, vous voyez, avec les élections, enfin avec ce qui nous tombait dessus, c'était le sentiment aussi de résignation politique qui est énorme. Et nous, on avait envie, au-delà de participer à un processus électoral, de se dire, mais qu'est-ce qui va nous redonner foi et joie dans le fait de manifester. Et en gros, en 4 ans, on est intervenu sur plein de terrains différents. Là où des gens nous disaient, là, il y a quelque chose d'important qui se passe et on a besoin de forces qui convergent au niveau national. Et ça a été sur des routes, des projets d'autoroutes, des entrepôts logistiques, des projets d'infrastructures nouvelles pour l'agro-industrie qui maintiennent le modèle agro-industriel, comme les méga-bassines. On est monté sur des glaciers pour empêcher on a fait une ZAD sur un glacier pour empêcher qu'il y ait une extension de téléphériques qui viennent endommager un glacier. Bref, on est allé dans un tas d'endroits différents dans le pays. Enfin, en fait, le c'est aussi des gens, des collectifs qui viennent d'un peu partout en France, même si cette histoire a un peu démarré à Notre-Dame-des-Landes. Et voilà. Et tout cet engagement-là a occasionné quelques victoires, comme juste à côté de chez nous, il y a une extension de carrière de sable Lafarge qui a été arrêtée, et tout un tas de processus de lutte en cours et qui continuent. Et voilà, et un peu les grandes phases du mouvement, c'est que, comme vous savez, après tout un tas d'actions un peu retentissantes, notamment sur les bassines, il y a une volonté du ministre de l'Intérieur et du gouvernement. C'est logique, quand on commence à avoir un impact sur des industries qui sont puissantes et que ce gouvernement protège, il y a une volonté de ce gouvernement de nous dissoudre. Il y a eu un gros mouvement populaire de contre-attaque qui a empêché la dissolution, et voir que ça a plutôt retourné l'affaire. Ça a fait que le mouvement s'est plutôt densifié et qu'il y a tout un tas de comités locaux qui sont nés. Et là, on est dans une phase où finalement le mouvement a grandi. On essaye de voir ce que ça donne d'organiser, en plus des actions nationales, tout un tas d'actions plus denses et régionales. Voilà, en guise d'intro, je voulais dire aussi que le choix de faire un livre, c'était particulier. Souvent, les livres sur les mouvements, ils sont écrits après les mouvements, enfin après qu'ils soient finis, comme des livres d'histoire, où ils sont écrits depuis le point de vue de sociologues ou de gens un peu éloignés, d'experts. Nous, on voulait que ce soit un livre écrit par les gens qui font les actions, eux et elles-mêmes, ce qui n'est pas facile, parce que prendre le temps de l'écriture et du recul quand tu es aussi en train d'organiser la lutte, c'est pas évident, mais en même temps, ça fait qu'on témoigne directement depuis ce qu'on vit. Et on avait envie que ce livre, ce soit pas simplement un manifeste très affirmatif, mais qui viennent aussi de manière un peu sensible raconter ce qu'on a vécu, mais aussi pointer les limites et les paradoxes qu'on a éprouvés dans le mouvement. Enfin, typiquement, dire c'est quoi le rapport à l'horizontalité dans un mouvement qui a besoin à des moments de se créer, c'est quoi, enfin voilà, tout un tas de, c'est quoi le rapport à la conflictualité quand elle devient trop grande ou dangereuse dans le rapport frontal avec l'État, voilà, ce genre de choses. Et j'avais envie, je reprends mon souffle, désolé. Ah oui, du coup, on passe ces images. Et ces images, vous voyez, là, on a sélectionné quelques images qui montrent des chantiers collectifs et des constructions. Et pour nous, qui venons depuis la ZAD, le choix, quand on a lu le titre de l'expo, le terme, sa thématisation, agriculture et architecture, il y avait quelque chose qui était assez frappant, parce que ce qu'on a fait essentiellement sur la ZAD, pour résister au projet d'aéroport, on a fait des manifs, on a fait des actions, on s'est battu avec des gendarmes, des tractopelles, etc. Mais ce qu'on a fait de très particulier pour défendre ce territoire, ça a été d'un côté de construire dessus
et de l'autre de cultiver sur ce territoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si une des formations les plus représentées dans les habitants de la ZAD, c'est la formation d'architecte. On a beaucoup de personnes comme lui. Et c'est cool parce que c'est des gens qui sont venus avec ces compétences, en tout cas de vision, de projection sur la construction. Et je vais dire en quelques mots pourquoi les deux thématiques de l'expo, les deux gestes de l'expo, cultiver, construire, pourquoi pour nous, depuis la ZAD ou depuis les soulèvements, c'est des gestes vraiment essentiels dans l'histoire de nos luttes. Souvent, alors je sais pas, là peut-être vous avez vu des gens qui traînent des poutres, des caplas en groupe en avançant sur des routes. Et souvent, on voit très souvent dans les manifestations des soulèvements de la terre, comme ça, des gens qui en cortège vont venir apporter une construction préfabriquée ailleurs et construire une tour, une vigie, une maison pour un projet de maraîchage occupé. Et pas plus tard que la semaine dernière, on était à une manif sur la LGV. Il y avait un hélicoptère qui tournait dans le ciel. Et on est allé construire une tour dans le creux de la vallée du Ciron qui est menacée par cette ligne LGV, qui était une tour défensive et qui disait « Ok, c'est une manière de faire cette construction, c'est une manière de dire qu'on va s'attacher à ce territoire, le défendre, y revenir et se donner un lieu commun sur un territoire qui est en danger. » Et ces constructions, ces gestes de construction qui sont souvent un des premiers gestes comme ça de défense d'un territoire, mais sur la ZAD, ça a été des moments un peu décisifs. Vous voyez qu'en 2012, quand après 6 semaines de destruction, d'attaque de la police, de destruction de maisons anciennes ou de nos cabanes, il y a 40 000 personnes qui sont revenues apporter des maisons en kit et qu'on fait un méga chantier collectif, dont une des maisons, d'ailleurs, elle avait été construite dans l'enceinte de cette école d'architecture. J'ai jamais eu l'occasion de rendre hommage au sein de l'école d'architecture, aux élèves de l'école d'architecture qui avaient aussi le courage vis-à-vis de leur administration à l'époque, mais de venir construire ici, j'imagine dans ce hall, une cabane en palette pour l'apporter sur la ZAD au milieu de 40 000 personnes après 6 semaines de combat avec la police. C'était quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, nous, on avait construit une maison en kit dans mon squat, mais le fait qu'il y en ait une aussi dans l'école d'architecture, c'était quand même vraiment classe. Et des fois, ces charpentes, ces constructions qui sont amenées dans les luttes, c'est des charpentes martyrs. On sait qu'elles vont être détruites peu de temps après. Mais des fois aussi, c'est des constructions qui sont magnifiques et qui durent des années après. Comme vous en avez vu certaines là qui sont toujours là. Ah oui, ça c'était pendant les expulsions de 2018 et c'était une charpente sur la ZAD. Et souvent, ce rapport à l'architecture de lutte, dans un premier temps, il est défensif. Vous voyez, sur la ZAD, c'était on va se mettre un peu partout parce que plus on s'étale et plus on construit sur un territoire, plus ils auront d'endroits à attaquer pour venir vider les gens et pour pouvoir construire ensuite. Mais des fois, chemin faisant, on se dit aussi que finalement, le meilleur signe de dire qu'on va gagner une lutte et qu'on va protéger un territoire, c'est de commencer à y construire des habitats, des bâtiments durables qui permettent de se projeter dans le temps et de faire comme si on allait gagner, comme si on resterait toujours. Et par rapport aussi aux prémices de l'Expo qui disent qu'il y a un enjeu et à prendre la clé des champs et à refaire monde, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à partir de ces gestes premiers qu'on pose des fois aussi jeunes urbains et urbaines dans une lutte de cultiver sur un territoire et de construire sur un territoire, c'est aussi les premiers gestes qui permettent de refaire monde. Dans l'introduction à l'Expo, on se dit, bon voilà, on habite souvent dans des métropoles où le sentiment d'isolement, de perte du sens communautaire, d'éparpillement, il est assez grand et assez intense et assez dur parfois. Et par ces gestes, en tout cas, ce qu'on a vécu dans les luttes d'habiter, de construire et de cultiver, il y a souvent cette possibilité-là de refaire monde. Et pour finir un peu sur les perspectives depuis la ZAD et les soulèvements de la terre, on a l'impression que le pari que pose l'exposition, il nous concerne beaucoup parce que nous, un des paris des soulèvements, mais peut-être il reviendra tout à l'heure, c'est de sortir du modèle agro-industriel. Pour sortir du modèle agro-industriel, il faut beaucoup plus de paysans et de paysannes et moins de fermes qui disparaissent. Et ça veut dire retrouver des manières retrouver des campagnes habitées. Mais retrouver des campagnes habitées, on trouve des constructions qui sont adéquates et qui ne signifient pas qu'on va artificialiser les terres, qu'on va grignoter sur les terres agricoles. Mais néanmoins, et je laisserai Mona revenir dessus, c'est un enjeu extrêmement fort de trouver des formes d'architecture qui puissent correspondre à un renouveau d'un mouvement paysan national où on repasse à 1 million de paysannes et paysans parce que c'est un peu le seul moyen de sortir de l'agro-industrie. Et
voilà, tout notre enjeu actuel aujourd'hui, là, depuis la ZAD, c'est de se dire comment ces gestes d'habiter et de cultiver que nous, on a porté dans un cadre très offensif et qu'on continue à porter dans les soulèvements depuis un cadre offensif, cultiver une terre pour empêcher directement qu'elle soit détruite, poser une tour de défense, comment aussi, à partir de ces gestes qu'on a appris dans les luttes, ça devient des formes qu'on arrive à faire perdurer dans le temps, non pas comme des moyens tactiques défensifs ou offensifs, mais comme la construction de communs durables. Et là, effectivement, ça vient réinterroger sur comment ce qu'on a construit dans une lutte en termes d'agriculture ou d'habitat, ça peut à un moment donné faire bouger les règles d'urbanisme, faire bouger les institutions pour que ça dure dans le temps. Voilà, ça c'était un peu pour faire écho entre les thématiques, pour dire comment ça nous touche, les thématiques de cette expo et comment ça résonne avec les luttes qu'on a menées. Et je vais faire court sur le béton parce que j'ai fait trop long. Ah oui, bien sûr. Donc en effet, cette grande intro, et en même temps il y a tellement de choses à dire que c'est vrai que ça risque d'être trop court. On est parti de l'idée qu'on allait plutôt partir, enfin vous allez nous présenter ce que vous entendez par la question de désarmer le béton. Moi peut-être juste ce que je peux dire à la lecture et que j'engage vraiment à lire Première Secousse, déjà c'est très bien écrit, très bien référencé, enfin, je trouve ça assez hallucinant en peu de temps a priori d'avoir réussi à documenter les choses, et avec des registres de textes différents, des positions, des paradoxes. Il y a beaucoup de remise en cause aussi des mouvements, de comment, enfin, vous vous questionnez beaucoup en fait sur aussi ne pas opposer les mondes. Et donc sur désarmer le béton, il y a 2 citations que j'ai pris comme ça, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, qui sont les vôtres, enfin voilà, en tout cas du collectif. L'une qui m'a interpellée évidemment, moi qui suis architecte praticienne, oui je fais des fondations en béton, oui je construis en béton, donc vous voyez c'est aussi de se dire on est multiples, on se questionne, et donc comment rassembler les travailleurs et travailleuses du BTP et les mouvements écologistes, les combats sociaux et la nécessité d'arrêter la machine. Donc ça c'est pas forcément une question que je vous pose là, une réponse mais en fait je trouve que c'est une vraie problématique, et on peut le mettre dans le monde agro-industriel évidemment également. Et puis beaucoup de vos préoccupations, vous parlez de remonter le fil de nos dépendances, puisqu'on dépend tous en fait aussi d'un système. Comment on remonte ce fil-là pour plus peut-être le déconstruire, comment on re-questionne et quand on bat en brèche la question de l'asservissement des travailleurs. Et ça, je trouve que cette dimension aussi de ne pas opposer, y compris, vous le dites à plusieurs endroits, ne pas opposer les habitants des métropoles et les habitants des campagnes, et je trouve que tout ça, c'est extrêmement présent et prégnant en fait dans vos livres. Donc on commence par désarmer le béton, donc cette filière du BTP. Oui, et merci d'avoir dit que tu construisais en béton, parce que ça me permet, je pense en intro, pour nous, c'est assez important. Vous voyez, là, on a des grandes affiches qui disent plus d'action, moins de béton, désarmer le béton, et ça vous pourriez vous dire, bon, mais ces gens, et quoi, ils rêvent d'un monde absolument sans béton, comment on fait, c'est un peu... Et en vrai, depuis notre démarche, il n'y a pas une essentialisation, un truc qui dirait le béton, c'est le mal absolu, c'est diabolique dans tous les cas, vous voyez, et je pense qu'il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Je pense, par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une urgence absolument vitale à utiliser moins de béton dans ce monde. Et ça c'est très clair. Et que pendant longtemps aussi, on s'est dit on va se battre projet par projet. Tu vois, on va empêcher le bétonnage de 10 hectares ici, de 200 là-bas. Et à un moment donné, au moment de la première saison des soulèvements, il y a des activistes, entre autres de XR, qui, depuis un moment, s'attaquaient pas à défendre telle ou telle, enfin, n'œuvraient pas à défendre telle ou telle terre en particulier, mais allaient bloquer les industries Lafarge, allaient bloquer les centrales à béton, les cimenteries, s'enchaîner, voilà, faisaient toutes sortes, se mettaient sous les malaxeuses, se faisaient renverser du béton partout sur la figure et recommençaient, etc. Et eux, ils nous disaient, en fait, elles et eux, nous disaient, en fait, c'est tout à fait essentiel de prendre aussi le mal à la racine et d'avoir une pression directe sur l'industrie du béton. Quand on dit démanteler le béton, effectivement, on n'espère pas que du jour au lendemain, l'ensemble de la production de béton va s'arrêter. Mais on sait aussi, depuis, je sais pas, notre attention à l'histoire des rapports de force politique, que c'est à partir du moment où il y a une pression accrue sur une industrie, où ça devient économiquement, parce que c'est régulièrement bloqué, démonté, désarmé, parce qu'il y a une visibilité médiatique, une pression sur leur rejet qui est constante, qu'à un moment donné, ça devient plus difficile pour eux de faire ce que fait l'industrie du béton, c'est-à-dire un lobbying constant pour qu'il y ait de manière incessante, infinie, des projets d'infrastructure, des projets de route qui demandent toujours plus de sable, de béton, de bitume, etc. Et du coup, on s'est dit, il faut aller attaquer, vous voyez, les gens qui œuvrent en permanence à ce qu'il y ait toujours plus, de manière exponentielle, de projets de ce type-là.
Et moi, je ne vais pas vous faire un cours sur le béton, déjà parce que voilà, on pourra en reparler, mais je me dis que vous êtes architecte, que vous devez avoir plein de connaissances sur les problématiques autour de ce matériau-là. Et vous voyez, on pourrait parler de comment la production de ciment, c'est 8% des rejets de CO2 sur la planète à l'heure actuelle, le BTP, 40%. On pourrait parler, je l'ai déjà dit, de ce que ça veut dire en termes d'artificialisation continue des sols et pourquoi voilà, c'est massif. On peut parler de comment Lafarge, une des industries les plus importantes de béton, possède... beaucoup des industries les plus polluantes du pays en termes de rejet et d'impact. On pourrait aussi parler, comme le philosophe Malm ou le sociologue excellent, comment il s'appelle, Hugo. Je suis désolé, Nello Magalès, qui a sorti un bouquin récemment à la Fabrique sur le béton, qui est très bien. Lui, il dit, bon, on peut parler, voyez, d'impact environnemental, mais il dit, dans le fond, le problème du béton, c'est comment c'est le matériau qui matérialise l'histoire, qui matérialise le pouvoir et qui permet une extraction de la valeur dans un régime capitaliste qui nécessite aussi un extractivisme infini. Et lui, il va le voir depuis une dimension qui est quasi structurelle et très politique comme ça, quoi, sur le lien entre un matériau et l'organisation du pouvoir ou l'organisation de l'économie. Et tout ça, c'est des sujets passionnants. Mais vu qu'on a un mouvement d'action, j'avais plutôt envie, avec le temps qui nous a imparti, de dire un peu, nous, on partageait un peu une évidence. J'aime pas utiliser le mot d'évidence, mais en tout cas, on partageait une conviction qu'il y avait un problème avec l'industrie du béton. Et du coup, on s'est dit comment on s'y attaque. Et quand on parle de mouvement d'action, en ce qui nous concerne, mais je crois que vous l'aurez compris, et c'est un peu clair sur la ZAD, pour nous, il y a toujours une double dimension. Il y a une dimension qui est celle de démanteler. On a une nécessité, quand les industries sont absolument délétères, nuisibles, problématiques pour tout le monde, une nécessité de les arrêter. Mais on ne peut pas se contenter de démanteler et détruire, quoi. On a toujours dans une recherche de ce que sera le pendant constructif. Qu'est-ce qui va se substituer au béton? Qu'est-ce qu'on va faire en lieu et place du monde du béton? Et avec l'idée aussi que, bien sûr, il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui font de l'éco-construction, enfin qui, de plein de manières différentes, se soucient de faire à la place du béton ou autrement. Mais ce qu'on sait aussi profondément dans nos mouvements, en tout cas la conviction qu'on a, c'est que cet ensemble d'alternatives qui est absolument essentiel, il ne suffira jamais en soi. C'est-à-dire que ces industries peuvent tout à fait cohabiter avec un ensemble de gens qui font de la construction terre-paille un peu partout sur ce territoire. C'est essentiel, mais ce qu'on se dit, c'est que ces alternatives, aussi essentielles qu'elles soient, ne suffisent jamais et qu'il faut toujours attaquer aussi. Et du coup, je vais commencer en parlant de comment on s'est attaqué à l'industrie du béton, mais de manière un peu très rapide pour dire voilà en quoi ça consiste. Pour nous, ça a consisté déjà par connaître et étudier les filières. On s'est dit, voilà, à un moment, si on veut s'attaquer à une industrie, il faut la remonter. Il faut aller étudier comment ça marche les gravières, comment ça marche les carrières de sable, remonter jusqu'aux cimenteries, puis aux centrales à béton, puis au chantier du Grand Paris, et puis essayer de voir comment c'est connecté et ce que sont ces maillons. Et ce que sont les maillons faibles, comment chaque industrie peut être bloquée, occupée ou désarmée de manière assez spécifique. Ça demande des balades, des visites, des rencontres avec les travailleurs, une connaissance un peu fine de cette industrie-là. Et on s'est dit aussi en parlant avec nos camarades de XR, là, vous voyez, qui bloquaient des centrales à béton de manière habituelle, que ça demande aussi de se dire qu'est-ce qui va, à un moment donné, les impacter. Pourquoi elles se demandaient ça? C'est parce qu'en fait, c'est des industries qui sont comme des espèces d'énormes matelas en mousse, très rembourrés et qui peuvent amortir énormément les coûts. Parce qu'ils ont déjà une trésorerie qui est à peu près juste massive, voilà, une accointance avec certains médias, enfin, ils arrivent à amortir assez bien. Du coup, à plein de moments, il y avait des gens qui menaient des actions, qui bloquaient une journée, 2 jours, et puis en fait, ça repartait et ça n'en parlait pas tellement. Et nous, à un moment, de la même manière que pour des luttes locales, à un moment, il faut faire converger des forces nationales. On s'est dit qu'à un moment, pour avoir un impact sur ces industries, il fallait les attaquer de manière un peu plus conséquente. Et là, il y a une première action, là on envoie ça par exemple à Paris, vous voyez, il y a un peu le Mordor du béton qui est à Gennevilliers, où il y a à peu près toutes les plus grosses centrales à béton qui alimentent en permanence les chantiers du Grand Paris, des JO à l'époque. Et on s'est dit, tiens, on va débarquer par surprise, enfin on avait annoncé qu'il y aurait une action sur cette thématique-là, mais on va débarquer à surprise à 800 sur 4 de ces centrales à béton et les occuper en même temps. Et à ce moment-là, avec tous ces camarades aussi un peu d'XR qui avaient déjà mené des simples blocages, et je pense qu'ils se sont dit, cette fois,
on ne va pas repartir et puis que l'industrie elle se remette à fonctionner comme avant. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va se mettre à démonter les choses. Et c'est là, à un moment donné, qu'il y a eu une action assez retentissante et qui a fait beaucoup débat, y compris dans les cadres d'action d'XR, et qui a été assez retentissante, parce qu'au sortir de cette action, il y a un petit texte avec une petite vidéo qui est parue et qui montrait ce que les gens n'avaient pas forcément vu avec les banderoles, mais qu'il y avait des gens qui avaient démonté des machines, qui avaient mis du sable dans certaines, qui avaient éclaté quelques ordinateurs, enfin, vous voyez, qui avaient fait en sorte que ça ne refonctionne pas pendant un certain moment après. Et les personnes qui ont fait ça au sein de cette action, ils ont fait un petit texte qui est pour moi assez, je sais pas, enfin, qui était assez fort ou touchant et qui dit un peu le sens de ce désarmement-là, qui disait Lafarge et ses complices n'entendent rien à la colère des générations qu'ils laissent sans avenir dans un monde ravagé par leurs méfaits. Leurs silos et malaxeuses sont des armes qui nous tuent. Ils ne cesseront pas sans qu'on les y force. Nous allons donc continuer à démanteler ces infrastructures du désastre nous-mêmes. Nous appelons toutes celles et ceux qui se soulèvent pour la terre à occuper, bloquer et désarmer le béton. Et c'est là que le terme désarmement, qui a été beaucoup réemployé depuis, est apparu. Et en fait, cette action de GPE, elle n'a pas eu un écho médiatique direct énorme, mais ensuite, elle a eu tout un tas de répliques. Il y a tout un tas de gens qui se sont mis à se dire « Ok, là, c'est ça qu'il faut faire ». Et dans la manière de le faire, mais aussi dans la manière de nommer les choses. Vous voyez, le terme de désarmement, c'est un terme par rapport au sabotage qui a un intérêt, parce qu'il nomme à la fois ce qu'on est en train de faire, le geste en lui-même, mais aussi le sens de l'action. Et souvent, le sabotage, c'est condamné très fortement, parce qu'ils disent quand vous sabotez, c'est s'attaquer historiquement, juridiquement aux structures vitales d'un pays. Et le désarmement, ça retourne un peu ça. Ça dit, ah là, on s'attaque à des structures qui menacent l'habitabilité, la possibilité de la vie sur cette planète. Et du coup, il y a une urgence vitale à les désarmer. Et du coup, on rentre dans un cadre de légitime défense. Et en fait, cette action, elle a connu pas mal de répliques après. Il y a plein de sites qui ont été envahis de diverses manières, où les gens ne se sont pas contentés d'occuper. Et ça, c'était assez intéressant. Et pour dire un peu un état des lieux de ce qu'a été cette campagne contre le béton, elle a été menée, on pourrait dire un de ses points d'apogée l'an dernier, ça a été un moment où il y a une cartographie de l'ensemble des centrales à béton, des sites Lafarge, des cimenteries et d'autres sites du béton qui a été sortie. Il y a une campagne nationale qui a été lancée pas seulement par les soulèvements de la terre, mais par une centaine d'organisations, dont des organisations comme Attaque, des syndicats comme Solidaire, tout un tas d'autres, et qui à un moment dit ensemble, pendant 5 jours, on va attaquer l'industrie du béton, on va la bloquer ensemble pendant 5 jours. Et là, il y a eu une cinquantaine d'actions dans tout le pays, avec des actions de ce type-là, des désarmements nocturnes, des petits blocages syndicaux, palettes, barbecue, enfin vous voyez, toutes sortes de choses. Et voilà, ça a été une de nos manières, depuis les soulèvements de la terre, de matérialiser un front offensif contre le béton et d'accompagner l'émergence d'un mouvement national. Et je voulais dire un mot du côté de l'attention à la substitution. Qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on s'attaque à une industrie? Et avant l'attention à la substitution, et de laisser peut-être Thibaut dire 2 mots de ça, je voulais dire que pour nous, quand on pourrait dire la même chose des travailleurs et travailleuses de l'agro-industrie, c'est qu'on s'attaque à cette industrie-là, et en fait, cette industrie-là, elle fait travailler des gens qui ont besoin de travailler sur ces chantiers, qui ont besoin de travailler parce que c'est aussi le biais par lequel ils vont se trouver une paye et peut-être trouver aussi des papiers. Et du coup, pour nous, ça a toujours exigé, on ne peut pas se dire qu'on attaque de manière externe et juste frontale une industrie sans se préoccuper des gens qui en vivent. Et je pense une des choses qu'on a fait, que je tenais à souligner là, ça a été beaucoup de se dire, bon, si on s'attaque à l'industrie du béton, il faut qu'on ait des liens de solidarité très forts avec les travailleurs, notamment sans papier, des chantiers des JO ou du Grand Paris. On a pas mal fait ça, enfin on a essayé de faire ça et de nouer ces liens et ces solidarités, et aussi c'est eux-mêmes qui sont venus nous voir et qui proposaient qu'on fasse des actions communes, ce qui était assez chouette. Et voilà, du coup, nous, on continue cette espèce de se tenir dans cette position d'attaquer Lafarge, d'attaquer l'industrie du béton, de nouer des liens avec les travailleurs. Et ce qu'on s'est dit, et je le disais aussi dans les luttes, c'est qu'il y a le pendant offensif, et puis il y a le pendant, on se dit que toute lutte a besoin aussi qu'il y ait des gens comme vous, mais aussi comme des travailleurs, enfin des maçons et maçonnes, des constructeurs, des charpentiers, charpentières, qui dans les luttes puissent montrer que c'est possible de construire et bâtir autrement, avec d'autres matériaux, et qui soient capables aussi,
quand il y a des projets du type, je sais pas, la 69, des projets de route ou des projets d'aménagement d'un nouvel aéroport à Nantes, par exemple, pour nous, c'était décisif qu'il y ait des gens, notamment des architectes, des urbanistes, des paysagistes, qui ensemble disent, nous, on va être capable de faire un contre-projet et montrer comment l'aéroport existant pourrait être réaménagé. Et du coup, ça, c'est pour dire qu'il y a, voilà, il y a ce rôle offensif, mais c'est aussi hyper important qu'il y ait des gens ici présents qui accompagnent ces actions, mais qui aussi participent à toute cette dynamique de contre-projet et de montrer que c'est possible de construire autrement. Et ce qui fait qu'un des réseaux cousins des soulèvements de la Terre qui est né dans le sillage de ces actions contre le béton, et Thibaut y reviendra tout à l'heure, c'est un réseau qu'on appelle les bâtisseurs et bâtisseuses des terres, et qui rassemble autant des travailleurs du BTP, des gens qui font de la construction autrement, des architectes, et qui essayent de se dire, nous, on va se fédérer autour du projet offensif des soulèvements de la Terre, et pour essayer de densifier les solutions autres et accompagner ce mouvement. On enchaîne sur la deuxième partie. Ouais. Ok, merci. Mais est-ce que toi, tu veux dire... Non, tout à l'heure, on en parlera. Mais je voulais juste nommer, le livre, il commence sur la partie désarmer le béton. On commence là, et c'est un peu, vous voyez, une question vers l'architecture. On a beaucoup parlé de construire, cultiver, avec les exemples de la ZAD, et tout, je sais pas, un truc qui peuple de plus en plus les écoles d'archi, on le voit dans les projets. Enfin, il y a de plus en plus de, je sais pas, on peut faire le propaille en bas, voilà. Mais là, vous voyez, on le prend depuis l'angle vraiment bloqué, et dans cet angle bloqué, cette filière-là, c'est sûr qu'on a besoin des savoirs, enfin, des savoirs de gens qui savent qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quoi. Et donc ça continue. Et vous allez voir, l'expo, elle était sur l'architecture et l'agriculture. Du coup, là, on va passer dans le truc de comment on sait et quelle est, à l'image du béton qui construit nos vies, la part de l'agro-industrie qui matérialise comment on mange la plupart du temps, quoi, sans qu'on s'en pose vraiment la question. Donc on enchaîne avec Mona qui va nous parler à la fois, alors c'est aussi des mots assez forts, hein, démanteler le complexe agro-industriel, hein, c'est désarmer le béton, mais tu as parlé aussi de démantèlement du béton, donc c'est des mots importants, une sémantique assez puissante et assez forte. Et puis il y a une troisième partie dans l'ouvrage qui s'appelle reprendre les terres, et je pense que tu vas nous évoquer ça. Peut-être là, un peu de la même manière que j'ai pu le faire juste sur la question du béton. Quelques citations prises comme ça un peu à la volée du bouquin, notamment dans un article qui s'appelle « Perspective de subsistance » et qui parle donc de ce mot de subsistance. En redisant, et bon, c'est vrai de la question de nos filières du BTP, mais c'est vrai de la filière évidemment agro-industrielle, de comment on s'alimente. Nous sommes donc dépendants du système économique que nous combattons. Ça, c'est quelque chose que vous dites aussi plusieurs fois, en fait, hein, de fait. Et beaucoup de choses qui reviennent aussi sur la question de lutte pour une vie digne, de la dignité, en fait, et de se dire que la question, notamment, on peut se dire dans l'alimentation, dans l'agro-industrie, vous dites souvent que et a raison, la question de permettre à toutes et tous d'accéder à une vie digne et pas seulement une classe de privilégiés, on va le dire pour l'alimentation bio, etc. Et comment ça c'était vraiment un des enjeux majeurs que j'ai trouvé aussi dans l'ouvrage, enfin, de cette lutte des classes, d'une certaine manière. Et ce qui revient beaucoup, et je crois que tu l'as juste un peu évoqué, et peut-être que Mona, tu nous en parleras, vous dites à un moment, une écologie de la subsistance n'est pas une ode au dénuement, mais aussi bien une écologie du plaisir et du luxe communal. Et là, vous reprenez la question aussi de la commune, et ce serait quoi un luxe communal, donc l'en commun, les en commun. Et ça, je trouve ça extrêmement aussi réjouissant, c'est-à-dire que dans cette période un peu très dure, hein, très âpre, et je parle pour nos étudiants, je crois que c'est difficile aussi souvent d'avoir 20 ans aujourd'hui et de se dire quel architecte je vais être. Je pense qu'en fait c'est à la fois vos mouvements, alors qui sont des fois aussi évidemment souvent dans la lutte, alors voilà, mais la lutte vous la souhaitez joyeuse, en tout cas vous le posez comme ça, autant que possible en tout cas, même si elle est sérieuse, elle est joyeuse, et ce rapport au plaisir et à la réjouissance, enfin voilà, je trouve que ça a aussi place. Je sais pas du tout si tu vas l'évoquer quand tu nous parleras de cette question de la reprise des terres, mais en tout cas je pense que c'est important de dire que ça fait partie de vos combats. Eh ben, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que je voulais dire quelque chose à partir, pour parler de votre situation, que vous allez devenir architecte, qui est un métier plutôt, on va dire, de cadre, avec quelqu'un, une personne qui commande, d'autres gens,
et à plutôt un niveau d'études supérieures. Et alors pourquoi ça va avec le plaisir et c'est pourquoi je voulais en venir là. Non, mais justement, en fait, ce que je voulais dire, c'était que on est plusieurs sur la ZAD à avoir fait des études longues, bac plus 5 ou plus, ou voilà, de cet ordre-là, et à avoir, comme on disait à une époque, déserté, ça veut dire le milieu dans lequel on aurait pu travailler. Parce que, enfin, pour moi, en tout cas, ce milieu ne m'apportait pas de plaisir. Enfin, c'est pour ça que je voulais dire ça. Et que du coup, dans le faire, dans la recherche de l'autonomie matérielle, on trouvait plus de choses concrètes, de plaisir à faire ensemble, etc. Et qu'on avait l'impression de plus avoir prise sur le monde que d'être dans un bureau à faire des rapports. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Et c'est pour ça que du coup, par exemple, alors que je suis pas fille de paysanne, paysan, etc. Et c'est pas ma classe sociale, je m'oriente. Enfin, je suis devenue ça aujourd'hui. Et je pense que dans la ZAD, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce cheminement-là. Et je voulais vous dire aussi, du coup, l'autre pendant, c'est que moi, je pense que des fois, on a trop souvent oublié là d'où on venait et on l'a mis de côté parce que voilà, c'était la lutte pour la ZAD, etc. Ou un milieu militant qui fait qu'à la fois, c'est très bien, on s'affranchit de notre milieu d'origine et de nos études, mais en même temps, des fois, on perd la richesse que ça peut apporter. Et du coup, c'était plutôt un espèce de conseil ou de dire qu'en fait, il faut pas non plus, enfin voilà, comme un peu ce qu'a dit Thibaut, mais que voilà, en fait, vos études d'architecture peuvent aussi vous permettre d'aller dans ce monde-là et en fait de comprendre ce monde-là et de travailler là-dedans. Ça peut être aussi super utile pour apporter des billes pour une autre architecture, pour combattre ce monde-là de l'intérieur aussi et pour faire avancer les choses aussi. Je pense qu'il faut jamais se contenter des alternatives, mais il faut pas oublier que si on manque de personnes qui sont un petit peu, enfin qui sont dans le monde, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je finis ça va être trop long. Voilà, et du coup moi je vais parler plutôt donc de ce qui en fait concerne la deuxième partie et la troisième partie du livre. Et avant, je vais revenir très vite fait, mais Benoît, tu l'as déjà fait un petit peu, sur pourquoi on est parti de la question des terres et pourquoi notre lutte, on s'est dit, c'est notre point de départ des soulèvements de la terre, c'est la lutte contre l'artificialisation et l'accaparement. Et pourquoi en fait ces questions-là ne sont pas des questions juste de ruraux ou de personnes qui seraient juste qui verraient le nouveau sujet révolutionnaire, ça serait l'agriculteur. C'est pas ça. On pense que cette question-là concerne tout le monde et les urbains, beaucoup les urbains en fait, puisque souvent ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les campagnes et des mouvements insidieux qui se passent sur l'achat, la location des terres, etc. Et du coup, donc l'artificialisation. Alors, est-ce qu'il y a mon superbe graphique? Non. Si. Donc, mais bon, vous le savez déjà, hein, mais c'était pour vous montrer. Là, c'est les terres artificialisées en 2009 et 2021. En fait, on voit pas très bien c'est quoi l'unité de mesure, mais ce que je voulais vous montrer, c'est en hectares. Mais en fait, c'est les terres artificialisées. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout qu'on était dans une zone en Loire-Atlantique où voilà, c'était une des zones où l'artificialisation récente était la plus importante. Voilà. Et donc, je vais pas revenir sur ça, mais donc on pense que les terres sont à défendre contre l'artificialisation d'une part. Donc en majeure partie quand même c'est le logement, l'habitat, le fait qu'en fait on rénove pas les anciens logements et qu'on fait de l'étalement urbain, c'est ça, c'est l'étalement urbain. Vraiment, donc là j'ai les chiffres, c'est 68% de l'artificialisation vient de l'habitat et de l'étalement urbain, donc c'est le plus gros facteur. Et on lutte contre l'accaparement d'autre part. Donc l'accaparement pour nous c'est un phénomène insidieux parce qu'on a l'impression que les terres agricoles restent d'usage agricole, mais en fait elles sont accaparées par soit des sociétés qui possèdent de plus en plus de terres. Et donc, le phénomène de l'accaparement, c'est le phénomène qui dit que les terres sont possédées par de moins en moins de personnes. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans le monde, donc ça c'est à l'échelle du monde, 1% des exploitations agro-industrielles possèdent 70% des terres agricoles dans le monde. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a une forme
voilà, de resserrement aux mains de quelques-uns. Et ces quelques-uns, souvent, évidemment, c'est le complexe agro-industriel qui possède ces terres-là. Nous, on pense que l'accaparement des terres va aussi de pair avec une artificialisation. Donc, en fait, on ne dirait pas que c'est de l'artificialisation à première vue. Vous allez passer devant un champ, vous allez dire super, c'est une terre agricole. En fait, nous, on dit que l'accaparement, souvent, s'apparente à de l'artificialisation, parce qu'en fait, une terre où les haies sont arrachées, une terre où les sols sont drainés, une terre où, en fait, tu vas mettre des pesticides dessus, des engrais chimiques, etc., qui appauvrit les sols, pollue les eaux, etc., va en fait être artificialisée. Ça veut dire qu'elle va plus du tout, il y a plus du tout les nutriments qui faisaient la matière du sol avant, et en fait donc cette terre est considérablement appauvrie, et en fait elle est nourrie artificiellement, en fait elle peut produire juste artificiellement. Voilà, c'est juste pour reprendre ça. La base, en fait, on pense que c'est un champ, mais non, ça n'a rien à voir avec, par exemple, entre une monoculture de maïs et une terre bocagère, une prairie permanente, etc. Il y a vraiment deux mondes, quoi. C'est pas le monde agricole, le monde de la campagne. C'est vraiment deux mondes très différents. Donc, pourquoi ça concerne tout le monde, ces questions-là? Évidemment, il y a la question écologique. On sait très bien que voilà, on explose les émissions de gaz à effet de serre, et notamment, on ne stocke plus de carbone. Il n'y a plus assez de prairies, donc là, c'est catastrophique pour les équilibres climatiques, la biodiversité qui qui en fait trouvait refuge dans les prairies est complètement épuisée. Et donc, on pense qu'il y a vraiment un parallèle. Moi, je pense entre, par exemple, on se dit le monde de construction lié au béton est insoutenable. Donc, comme on l'a vu, parce qu'en fait, il va épuiser, il va prendre beaucoup plus de matière que le milieu naturel ne peut en générer. Exactement pareil, le modèle agricole est insoutenable parce qu'en fait, il va piller dans des ressources qui, elles, sont limitées et ne se renouvellent pas assez vite. Et donc, c'est exactement, vraiment, il y a un parallèle entre le mode de la construction qu'on a et le mode agricole. Les deux sont insoutenables. Donc, c'est aussi, donc, en plus d'être une question écologique, c'est une question sociale. Ça veut dire, avec l'accaparement, avec l'artificialisation, on dépossède les gens de terres qui pouvaient être une source de subsistance, une manière de vivre, des fois en marge du monde marchand, une manière d'avoir des espaces-temps libérés. Et j'ai vu là, quand on est passé dans Tourcoing-Maël, il y avait donc je sais pas qui travaillait sur le projet en Inde des maisons moulées. Il disait les maisons moulées, c'est les maisons moulées, ça s'appelle. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est des petits blocs de béton. Mais en fait, c'est des petits blocs de béton. Donc c'était vers entre 1900 et ça a mis fin en 1988. C'était des petits blocs de béton un peu moches, mais où en fait les gens étaient contents aussi parce qu'ils avaient un lopin de terre attaché à chaque bloc de béton. Chaque habitant avait son lopin de terre où du coup il pouvait cultiver, avoir une surface où en fait, avoir une subsistance. Et donc le troisième enjeu, et pourquoi ça concerne tout le monde, c'est une question décoloniale, c'est-à-dire que notre mode de vie occidental est basé sur le pillage des ressources hors Occident, le pillage du sol et du sous-sol des anciennes colonies des pays du Sud, et que du coup c'est ce modèle extractiviste, notre mode de consommation et de production ne va pas sans ce modèle extractiviste. Donc en fait souvent on oublie parce que c'est un peu loin, mais en fait c'est très présent et ça a des conséquences néfastes sur les populations de ces pays-là, et notamment le modèle agro-industriel va notre production. Donc non seulement on va piller les ressources de ces pays, on va acheter des terres sur ces pays, mais on va aussi envoyer nos productions et donc ça va casser l'agriculture familiale et de subsistance de ces pays qui permettait aux paysannes et à ces paysans de vivre. Voilà. Et donc ces trois questions-là, on se les est posées parce que c'était une question de temporalité et d'urgence. Je pense qu'on est dans les soulèvements de la terre, on est donc un mouvement d'action et de lutte, comme mon camarade l'a dit, parce qu'on pense que ça ne suffit pas, par exemple, ce qu'on est en train de faire des présentations dans des amphithéâtres, c'est très bien, mais et donc en fait nous on est assez inquiets, mais je pense comme beaucoup de gens, mais on est inquiets, on avait envie d'agir sur le terrain, et donc sur la question des terres, l'urgence, elle est que il y a la moitié des terres qui vont se libérer, des terres agricoles qui se libèrent en France, mais bon, c'est la tendance dans le monde est pareille.
que donc vous voyez, la population agricole est vieillissante. En fait, il y en a plus de la moitié qui ont plus de 55 ans. Tout le monde arrête et en fait, personne ne reprend les fermes. Donc, il y a plus de la moitié des terres libérées en ce moment qui vont à l'agrandissement. C'est-à-dire, c'est la ferme voisine qui va reprendre la ferme. Et donc, ça fait des structures de 100 à 200 hectares qui sont de plus en plus en fait irreprenables par des jeunes ou d'autres. Bon, ça, j'en reparlerai après, parce que en fait, c'est de plus en plus grand, donc ça coûte de plus en plus cher. C'est de plus en plus des modèles qui en fait qui ne sont plus à taille humaine. Voilà. Et donc il y a une irréversibilité en fait de ces phénomènes-là. Les phénomènes de concentration foncière, d'accaparement et les phénomènes d'artificialisation sont irréversibles. Quand on bétonne un sol, on ne revient pas après. Quand on agrandit une ferme, c'est très dur de restructurer ensuite. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence un petit peu à agir avant la dégradation de ces terres-là. Et donc ouais, pour dire des chiffres, mais c'est ouais. Donc en 1982, par exemple, il y avait 7,3% de la part des exploitants agricoles dans l'emploi total, et aujourd'hui c'est 1,5%, même moins, c'est 1,2% aujourd'hui de la population qui travaille dans le monde agricole. Et donc nous, ça, on pense que c'est une aberration qu'il y ait si peu de personnes qui travaillent à produire en fait ce sans quoi on ne peut pas vivre. Mais je pense que dans le monde de la construction, c'est peut-être un peu pareil. Il n'y a peut-être pas assez de constructeurs par rapport à ce qu'il faut. Enfin, du coup, ça crée forcément des modèles industriels parce qu'en fait, il y a de moins en moins de gens qui travaillent là-dedans, donc ça fait des procédés industriels. Donc, je vais passer à c'est quoi notre comment en fait on a analysé nous le complexe agro-industriel. Et donc, pour nous, le complexe agro-industriel, donc ce à quoi on veut s'attaquer, c'est clairement une arme de guerre. Donc, c'est pour ça qu'on s'y attaque, en essayant d'être offensif, mais en l'étant pas assez par rapport à ce qu'il déploie lui en face. Mais donc, c'est une arme de guerre parce que donc ce complexe agro-industriel est écocide. Donc, bon, je vous le refais. Voilà, érosion de la biodiversité, destruction des zones humides, etc. Il y a un bouleversement physique et matériel intense qui a eu lieu depuis la modernisation de l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Les paysages sont un peu dévastés. Enfin, je dis ça un peu, ça fait un peu intense comme ça, mais je pense que c'est vrai. Deuxième émetteur des gaz à effet de serre en France, et c'est un ethnocide. Alors hier, c'était la journée du gaspillage alimentaire, donc j'ai pu constater qu'en fait, il y a donc déjà, c'est 10 millions de nourriture, de tonnes de nourriture jetées chaque année. Donc le complexe agro-industriel, à chaque fois, son marketing, c'est de dire ouais, mais on nourrit le monde. Donc ça, c'est l'argument phare, c'est de dire oui, mais enfin, tout ça, c'est parce que sinon, les gens seraient affamés, quoi. Ah oui, mais en fait, on peut... c'est marrant, mon Dieu. Non, mais c'est le marketing du complexe agro-industriel. Il dit, voilà, c'est tout doré, et c'est, oui, mais on est obligé de produire autant, parce que sinon, les gens vont mourir de faim. En fait, le complexe agro-industriel, il affame le monde. Donc, je l'ai dit, en dézinguant l'agriculture de subsistance des pays dans lesquels il exporte, mais aussi parce qu'il y a 10 millions de nourriture de tonnes jetées. Et donc, hier, le petit graphique sur le gaspillage alimentaire disait que 50% du gaspillage alimentaire avait lieu à l'étape de la production. Donc, avant même que ça soit dans les magasins, etc., que les gens le consomment, c'est jeté. Donc, c'est, voilà, 50%, il y a un truc qui ne va pas. Et donc aussi, le complexe agro-industriel, son but, c'est vraiment de faire disparaître le nombre de fermes. Donc on le voit encore avec Lactalis qui a dit que là, donc un gros collecteur de lait, il a dit que dans 10% il irait plus dans 10% des fermes dans lesquelles il collectait. Voilà. Et donc c'est un complexe, donc tout comme le béton, qui n'est pas juste un matériau, mais en fait qui est une filière avec des lobbies qui dictent les normes dans le monde de la construction. Le complexe agro-industriel, c'est pas juste un ensemble de fermes disparates, c'est vraiment un conglomérat. Donc un conglomérat de grosses sociétés agricoles avec des fermes familiales qui sont donc prises en étau en amont. Des semenciers, des fabricants de pesticides et d'engrais, des fabricants d'aliments qui vendent les aliments. Donc voilà, c'est le système de l'intégration pour les paysans. Et en aval, donc en étau entre ces groupes-là en amont, et en aval, des grands groupes agroalimentaires qui d'ailleurs rachètent de plus en plus de terres aussi. Les multinationales rachètent de plus en plus de terres aussi. Et donc, ils vont faire de la collecte, la distribution. Mais c'est aussi un secteur économique. C'est aussi des administrations qui normalisent la production agricole. Donc voilà, c'est aussi des boîtes d'enseignement et de recherche. C'est des banques comme le Crédit Agricole. C'est le syndicat de la FNSEA qui est tout puissant et qui dirige vraiment, qui fait vraiment lobby
Donc on dit qu'il nomme le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Et donc tout cela est un système qui concourt à la reproduction du système industriel et à son hégémonie sur les techniques de production agricole et à la manière dont se pense l'agriculture aujourd'hui. Donc c'est extrêmement dur de s'en extraire. Voilà, il y a vraiment une espèce de conglomérat. Et donc ça s'accompagne de répercussions sur l'espace. Ça veut dire que dans les paysages, les nouvelles constructions liées à l'agro-industrie, qui ne sont pas vraiment nouvelles, qui se généralisent, c'est des silos géants, des méthaniseurs, des gros hangars, des bâtiments métalliques, des grandes bâches d'ensilage. Ça devient un peu la généralité en fait, du monde agricole aujourd'hui, c'est ça. Et donc il y a une nouvelle carte du territoire qui se dessine avec de plus en plus de monoculture et de moins en moins de maillage bocager qui permettait notamment de la préservation de la biodiversité. Et donc, en fait, il y a une carte là que je voulais montrer qui montre que voilà, le complexe agro-industriel, il s'accompagne vraiment d'une segmentation des territoires, une spécialisation des territoires entre, donc, vous allez voir le Grand Ouest, Nord-Ouest Bretagne, Pays de la Loire, qui concentre les fermes d'élevage. Et donc, par exemple, on sait que 60% des animaux d'élevage, ils sont concentrés dans 3% des exploitations et que 70% de ces exploitations-là sont basées en Bretagne et Pays de la Loire. Donc, vous voyez, donc il y a 70% des exploitations agricoles d'élevage sont basées ici. Et donc, ça fait des territoires finalement. On a l'impression qu'il y a de la diversité, mais en fait non, ça fait des espèces de territoires monomaniaques là. Donc on va avoir de la culture d'élevage là, de la monoculture de maïs à cet endroit-là, voilà, autour des céréales dans la Beauce et le bassin parisien. Pour ça, c'est historique, ça fait déjà un moment, mais voilà, ça se généralise quoi. Et donc c'est vrai que dans le Perche, il y a des gens, ils disent, mais en fait, il y a même plus un maraîcher. Ça veut dire que les gens sont obligés d'importer de la nourriture de 3 ou 4 départements. Ils n'ont plus aucun maraîcher sur leur zone. Donc, en fait, t'es céréalier, tu peux même plus nourrir tes gosses avec des carottes du coin. Tu es obligé d'aller importer des produits. Donc ça, ce maillage-là, il va aussi effectivement avec, je dis pour moi, de moins en moins de maillage, comme pour venir à l'exposition, mais entre agriculture et architecture aussi, parce que les exploitations agricoles, vous voyez, le complexe agro-industriel, il va aussi avec le fait que les exploitations agricoles se trouvent hors des villes, hors des bourgs et vont être isolées. Donc, parce qu'il faut qu'elles soient grandes, il y a beaucoup de terres autour. Et donc, en fait, elles vont vraiment avoir un empire comme ça à la campagne. Et les fermes partent des bourgs. Il y a plus de... Vous voyez, dans un hameau à la campagne, si vous allez trouver des fermes encore, mais dans un petit bourg... près de Nantes, vous n'allez plus avoir la présence ni d'animaux, par exemple domestiques, ce qui était le cas avant, mais ni de maraîchage. C'est très rare. Bon, là, il y a une pensée pour remettre des fermes dans les villes, mais ça reste minoritaire. Et en fait, c'est ce qui se faisait avant. Enfin, on voit les images à Paris de la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, la rue Mouffetard, là où il y a tous les gens qui viennent au marché, qui vraiment sont maraîchers, mais juste à côté, quoi, la première ceinture de Paris. Voilà. Et aujourd'hui, on lutte en fait contre le projet à Saclay. Enfin bon, voilà, c'est plus pareil. Donc, comment on lutte contre ce complexe? Parce que donc nous, on dit qu'il faut démanteler ce complexe-là. Bien sûr, on n'est pas assez idiot pour penser qu'on va démanteler ce complexe. C'est comme un horizon, vous voyez. C'est un horizon qu'il faut se donner pour agir et pour agir sur différentes étapes de la chaîne de l'agro-industrie. On pense donc qu'il faut contrer la disparition des paysans et lutter contre ce complexe-là, le démanteler. Et donc là, de la même manière que mon camarade l'a dit, dans le monde du béton, on a lié l'offensive et la construction. De la même manière, pour combattre l'agro-industrie, vu nos dépendances à ce monde-là, on se dit c'est pas très sérieux de vouloir juste démanteler, avoir comme horizon de démanteler l'empire agro-industriel sans se dire alors oui, mais alors s'il n'y a plus rien, comment on fait qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on ne dit pas qu'on est qu'on est prêt, etc. Mais en tout cas, on esquisse des jalons, des pistes pour se dire en fait il y a autre chose qui peut naître et en fait il faut qu'on commence à nourrir des alternatives, une agriculture paysanne, des projets agricoles différents pour commencer à s'attaquer, à reprendre en main les moyens de production de notre subsistance et pas se dire
dire bon bah là il y a l'empire agro-industriel et on verra quand il sera plus là. Donc toujours on coordonne les deux ensemble. Donc dans un premier temps avec les soulèvements, donc voilà, un des pans de notre lutte pour démanteler ce complexe, ça a été et donc, pardon, mais on pense aussi que l'une ne va pas sans l'autre et qu'effectivement, les alternatives paysannes, comme l'a montré le bouquin de l'atelier paysan, sont inoffensives en fait. Avoir que des petites fermes en bio, etc., l'agro-industrie s'en accommode très très bien parce qu'elle dit bah voilà, les consommateurs ont le choix, ils peuvent consommer bio, donc en fait s'ils consomment pas bio, c'est qu'ils sont pas contents, enfin c'est qu'ils aiment pas ça, c'est que c'est trop cher, et du coup en fait ils ont beau jeu d'avoir cet argument là pour exister, et donc il faut jamais se contenter des alternatives et toujours allier les deux et toujours voir aussi comment on peut mettre un pied dans la porte, par exemple là pied dans la porte. Dézinguer la FNSEA plus que vouloir que construire des alternatives. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est par exemple, on va s'attaquer à, par exemple, au méga bassine, en fait, ce qui ressemble à un édifice industriel, une construction ennemie, visibiliser ces constructions-là, qui en fait sont le symbole de l'agro-industrie. Et donc ça peut être des silos immenses, mais donc les méga bassines, on s'est dit, bah voilà, là il y a vraiment les méga bassines, vous voyez, c'est des espèces de gros cratères, donc on fait des trous dans des plaines, on bâche ces cratères-là et on va mettre de l'eau dedans. Alors c'est pas de l'eau de pluie, contrairement à ce que le ministre de l'Agriculture a essayé de dire à un moment, c'est de l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques, qu'on va stocker, mais qui du coup enlève l'eau du milieu qui en a besoin, et surtout il y a un accaparement de l'eau aussi. Ça veut dire que les bassines sont réservées qu'à 6% des agriculteurs, par exemple dans le bassin des Deux-Sèvres. Donc ça veut dire que quand tu prends l'eau sur une bassine, les autres agriculteurs n'en ont pas forcément, ils n'ont pas forcément le droit à avoir cette eau-là. Et donc là, par exemple, donc c'est des photos de notre première manifestation. Donc c'était en 2021 à Mosée sur le Mignon. Sur le territoire, donc dans, vous voyez, c'est de la bassine là, donc c'est voilà, il y a des énormes ouvrages avec des tractopelles, ils mettent des grilles de chaque côté, ils ont fait des générations de grilles différentes pour qu'on n'y accède pas, donc là c'est la première manifestation, on les surprend, on pénètre dans l'enceinte des grilles, enfin on fait bouger les grilles avec nos tracteurs, les gens, etc. Et on va affronter ce tractopelle magnifique qui a été repeint. Et on met des moutons pour montrer qu'une autre agriculture aussi est possible et que les méga-bassines vont avec le développement des monocultures, vont avec le développement notamment monoculture de maïs, de blé, etc. pour l'export et l'alimentation animale. Et donc, vous aurez des questions sur le mouvement des méga-bassines, mais nous, on s'est dit vraiment, voilà, c'était un des maillons de la chaîne agro-industrielle, et que si on appuyait là, ça pouvait enclencher un mouvement de remise en cause de ce modèle aussi productiviste, parce que en fait, les bassines, si vous voulez, ils pourraient produire, ça attaque, enfin, c'est fait pour maintenir la rentabilité, la production très forte des cultures de céréales dans le marais poitevin, qui sont en fait deviennent avec le changement climatique des terres de moins en moins adaptées à la culture de maïs, qui est une culture qui demande énormément d'eau en été. Et donc les méga-bassines, c'est voilà. Du point de vue du gouvernement, de la FNSEA, c'est pour répondre à ces problèmes-là de manque d'eau l'été. Mais en fait, ils remettent jamais en cause ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'en fait, faudrait peut-être plus faire de maïs à ces endroits-là, et aussi il faudrait peut-être plus nourrir les animaux, parce que c'est quand même ça la base des méga-bassines, plus nourrir les animaux avec des aliments. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple maintenant aujourd'hui tous les ruminants, la majorité sont nourris avec des céréales, alors qu'en fait les ruminants sont faits pour manger de l'herbe, et donc on préserve pas des prairies, on va retourner des prairies, faire des cultures de céréales pour nourrir ensuite les animaux, parce que bien sûr ils sont plus gros, ils grossissent plus vite, la production est mieux, etc. Il n'y a que 7% de la production de céréales qui va pour l'alimentation humaine.
Voilà, et donc on a toutes sortes de méthodes avec les méga bassines. C'est ouais, faut que je me dépêche. Hein. Non, c'est du coup on secoue les grilles. Voilà, parce qu'on a eu vraiment des moments un peu féeriques, comme là c'était la première manifestation à Mosée-sur-le-Mignon, mais il y a eu à Cran-Chaban. On a vraiment été jusqu'à pénétrer avec tout le cortège. Donc on était combien on était? Je sais plus. Mais non, pas à Mosée-sur-le-Mignon, on était 2000, mais après non, à Cran-Chaban on était beaucoup plus. Ah bon, je croyais plus. Bon, 6000. Et je crois qu'on était plutôt 6000. Non, mais on était vraiment beaucoup. Et en fait, on est rentré sur la bassine, qui était donc avec des grosses digues, on est monté dessus. Et là, il y a eu plein de gens qui sont mis à débâcher. Donc, il y avait un ensemble de gens masqués, non masqués, qui sont mis à débâcher les espèces de bâches plastifiées de la bassine. Là, c'est très beau, comme ça tombe. Et on était tous autour et on avait assiégé la bassine. Donc, ça s'est appelé après la prise de la bassine. C'était très très beau. Remets la photo d'avant, c'est incroyable parce qu'en fait on dirait un lac, mais non, c'est une bassine. Et voilà. Et en fait, non, mais ça fait 14 hectares. Ça c'est ça c'est la bassine de Mosée-sur-le-Mignon. Non, mais non, c'est la bassine de Cran-Chaban, voilà, qui a été construite illégalement par les agriculteurs. Et voilà, elle fait même moins de 14 hectares, mais il y en a qui vont faire 14 hectares. Voilà, et donc après, il y a eu aussi, je sais pas, vous avez dû en entendre parler, mais il y a eu à Sainte-Soline 1, on est revenu, on a pénétré sur le chantier de la construction de Sainte-Soline 1. Sainte-Soline 2, on avait un dispositif policier en face qui s'est imposé en fortin, qui était dans la bassine. Donc vraiment, ils se sont servis de la construction de la bassine pour se mettre dessus et vraiment tirer lacrymo et grenades de désencerclement minute par minute, énormément d'armes de la police ont été, ça a blessé beaucoup de gens. J'ai plus, c'est 4000 grenades en 2 heures, 5000 grenades en 2 heures qui ont été tirées, qui ont blessé beaucoup de gens. Il y a eu au moins 2 personnes qui ont été entre la vie et la mort pendant longtemps et qui ont des séquelles aujourd'hui. Et donc c'est pour montrer qu'en fait quand on voit la résistance, quand on voit ça c'est nos mots, la résistance et la détermination. Quand on voit vraiment comment les forces de l'ordre attaquent et défendent, donc c'était un bout de cratère, il y avait même pas de bâche. On voit que c'est voilà, il y a une symbolique extrêmement forte de ne pas nous laisser aller dans ce chantier où on aurait juste peut-être endommagé des grilles, était dedans. Donc ça c'était à Sainte-Soline 1, comme vous voyez. Et donc c'est vraiment eux, ils s'attachent très très fort à défendre, l'État et agit main dans la main avec le complexe agro-industriel pour le défendre et dire en fait c'est la seule solution pour nourrir les gens demain. Et donc nous, pour dire non, il y a d'autres solutions et je vais finir pour ça. Déjà, on fait jamais de manifestation sur ces manifestations-là agricoles sans y aller en fait avec des paysannes et des paysans aussi qui sont de notre côté, qui sont avec nous. En fait, on pense que donc notre mouvement vise vraiment à réduire la frontière qui est un peu alimentée par les politiques, notamment l'extrême droite en ce moment, entre urbains d'un côté et ruraux de l'autre, paysans et écolos, agriculteurs et écolos, on cherche à opposer les deux. Nous, dans les soulèvements, on cherche vraiment à se dire, non, en fait, une agriculture écologique est la seule viable et soutenable possible, et les écolos et les paysans doivent faire ensemble. En fait, c'est pas les uns contre les autres. Donc c'est pour ça on est souvent avec des gens naturalistes, mais aussi des agriculteurs de la Confédération paysanne. Là, par exemple, dans les luttes pour les bassines, pour vraiment montrer que on est au fait des enjeux agricoles, mais aussi qu'il y a des personnes agricultrices qui luttent contre ce monde agricole-là, contre ce modèle agricole-là. Et donc, dans un deuxième temps, ce qui nous permet aussi de lutter contre, amener des billes pour démanteler le complexe agro-industriel. Donc je l'ai dit, pour sortir de sa dépendance, c'est constituer les bases de ce qui permettrait un renouveau de la paysannerie, une paysannerie désirable. Et donc on souhaite lutter contre
Donc l'accaparement. Donc là, c'était les photos d'avant, mais peut-être celle-là. Ouais, ça c'est à La Rochelle. Ah oui, ça c'est trop bien. Bah ça c'est La Rochelle. C'est donc c'était la dernière manifestation des bassines cet été, fin juillet, le matin. Il y a eu un blocage de tracteurs paysans contre l'entreprise Soufflé, qui est une coopérative agricole qui exporte les céréales produits avec l'aide des méga-bassines. Et du coup, ils ont fait un blocage juste à côté du port de La Rochelle. Ils ont fait un blocage de cette entreprise Soufflé, qui est une entreprise qui spécule aussi sur le prix des céréales. Et donc, voilà, c'est pour montrer, il y a une dizaine de tracteurs qui étaient cachés sur l'île de Ré, qui le matin, à 5h du matin, sont venus bloquer l'entreprise Soufflé et qui ont été rejoints par 200 personnes, puis après qui ont rejoint toute la manifestation où il y avait 6000 personnes, là encore 6000 personnes. Voilà. Voilà, bon, ça c'était super. Et donc sinon, voilà, on fait d'autres actions donc contre l'accaparement. Donc c'était, on a fait des actions contre la spéculation sur les vignes que par exemple opère Bernard Arnault. Donc parce que voilà, il y a des personnes comme Bernard Arnault, LVMH qui réachètent des terres et surtout ils adorent les vignes parce que ça fait un peu chic et que ça peut être cher et donc du coup ils vont acheter des vignes beaucoup plus chères que le prix, ce qui en fait empêche d'autres paysans de s'installer. Et là, on avait été faire des vendanges sauvages chez Bernard Arnault et après on a fait du jus de raisin pressé, voilà, même là, à côté du terrain où il y avait les vendanges. Alors ça, c'est pas les vendanges sauvages, mais je peux pas tout expliquer, donc je vais pas expliquer ça. Mais il y avait une photo des vendanges sauvages. Voilà. Et donc, ce mouvement contre l'accaparement, c'est dire aussi, en fait, il nous faut des terres pour avoir une agriculture paysanne, favoriser l'installation et augmenter le rapport de force pour l'usage des terres. Je fais un bref... il y avait la conférence samedi sur Bernard Lambert, qui était un paysan travailleur. Donc nous, on voulait réactiver cet héritage de lutte-là, des paysans travailleurs, qui en fait menaient des luttes foncières de terrain pour lutter contre l'accaparement. En fait, ce qu'ils appelaient les cumulards, les personnes qui prenaient, qui s'agrandissaient, en fait, qui étaient agriculteurs et qui s'agrandissaient outre mesure, ils allaient faire des actions dans les fermes où ils installaient, Manu Militari, d'autres personnes. Ah, voilà l'image des vendanges sauvages qui est très belle, pour dire la joie aussi à faire les actions ensemble, sinon voilà. Et donc pour qu'on installe, pour changer de modèle agricole, il faut qu'il y ait forcément plus de personnes qui s'y collent. Il faut forcément installer plus de paysans. Donc l'atelier paysan, il parle d'1 million de paysans comme horizon. Ouais, c'est le minimum, on va dire. Et en fait, il faut aussi, donc je vais faire un retour à l'exposition, enfin à votre lien avec le bâti, etc. Mais c'est penser le renouveau de la paysannerie, c'est aussi avoir des formes d'habitat, avoir à la fois des bâtiments agricoles et à la fois des formes d'habitat qui collent à cette nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs en devenir. Donc, tout d'abord, c'est avoir des bâtis professionnels qui donnent envie. Ça veut dire que, en fait, moi, je visite pas mal de fermes en ce moment parce que j'en cherche une. C'est extrêmement moche. Donc, c'est des gros hangars métalliques dégueux. Et donc, quand on regarde la description des fermes, c'est la surface bétonnée et le nombre de hangars et sa surface en mètres carrés. Et il n'y a rien qui est dit sur les prairies, sur les haies, sur les animaux, voilà, il n'y a rien qui est dit de ça. Mais les bâtiments, souvent, même en eux-mêmes, on a perdu, je pense, une esthétique de la paysannerie, enfin de ces bâtiments où habite en fait, où est produite toute notre nourriture. C'est devenu juste des gros hangars métalliques qui sont réduits à leur pure fonction de dortoir pour les animaux, assez froid, voilà, inconfortable. Et donc, je pense que comme voilà, on a un peu délaissé l'esthétique et la construction de nos fermes. Et pour moi, ça serait vraiment une grosse, enfin je sais pas, en fait on a envie de travailler dans des beaux espaces, qui soient aussi dans d'autres matériaux, pas forcément, on va pas revenir, c'est pas, je dis pas ça dans une vision passéiste, je pense pas qu'il faut revenir forcément à des bâtiments en pierre, mais je pense que voilà, que quand même ça manque un peu de beauté. Et par exemple, j'avais été frappée en Normandie en visitant des fermes en Normandie de voir en fait les échelons, donc tu avais vraiment toutes les générations de bâtiments.
qui étaient délaissés au fur et à mesure. Donc, tu as le vieux bâtiment en pierre qui devient trop petit et qui est plus très pratique. Et donc, les agriculteurs, ils le délaissent, ils construisent un nouveau bâtiment un peu plus. Et puis après, ils vont construire un gros bâtiment hangar. Et tu as toutes les échelles de bâtiments comme ça. Attends, non, mais ça, c'est... juste... non, mais parce que du coup, voilà, ils disent... donc ça c'est hyper bien, c'est terre de liens, le portage foncier agricole. Et donc ils disent les bâtiments des exploitations d'élevage, donc selon l'Institut de l'économie pour le climat, les bâtiments des exploitations d'élevage constituent le potentiel le plus important d'actifs échoués en cas de modification du système productif de la ferme. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de bâtis qui sont juste pas entretenus, plus entretenus ou abandonnés et qui restent comme ça. Dans le Maine-et-Loire, pareil, il y a donc un moment, dans les années 90, on a fait d'énormes hangars pour la volaille et le porc. Maintenant, les gens arrêtent cette production-là parce que ça ne marche plus économiquement. Et ben, en fait, il y a des gros hangars qui restent comme ça, qui sont vides. Et donc, il faut penser ce qu'on fait de ces bâtiments-là. Il faut penser des nouveaux... On me coupe. Mais j'ai fini. Ah oui. Ah mince, là, je sais plus. Ah oui, voilà. Et donc, Et donc aussi, il faut pouvoir habiter, ça veut dire il faut repenser aussi des formes où peut-être en fait certains bâtiments dans un corps de ferme ne sont plus forcément à usage agricole, mais où il y a d'autres activités culturelles qui peuvent s'y mettre. Il faut penser à des formes d'habitat collectif parce que ça correspond plus aux aspirations de la nouvelle génération qui s'installe en paysannerie, d'habiter en collectif, de faire une forme de paysannerie collective. Et du coup, il faut repenser les fermes et les bâtiments agricoles pour que cette génération-là reprenne des fermes. Voilà. Ça va ? Autant le béton, vous connaissez un peu, autant là, c'est des sujets pas faciles. Enfin, le truc de l'accaparement. Et c'est vrai que quand les soulèvements sont nés, la première assemblée qu'on a eue en 2021, il y avait ce truc de tenir les deux sujets, artificialisation et accaparement, en sachant bien que le thème de l'artificialisation, forcément, il provoque ça va être bétonné, on a plus envie d'y aller et c'est plus facile de mobiliser. Mais que la question de l'accaparement était éminemment intéressante, mais beaucoup plus technique et compliquée. Et voilà. Et du coup, on travaille toujours là-dessus. Aujourd'hui, on travaille avec des formes d'organisation thématique qui vont continuer de mieux comprendre ces deux phénomènes. On avait une dernière partie qui était sur un cas spécifique qui est en Loire-Atlantique, qui est Saint-Colomban. On va essayer de faire court parce qu'il faut qu'on garde un peu de temps. Moi, je voulais juste faire un mini lien là, sur ce qui s'est dit entre la ZAD et les trucs. Vous voyez dans l'expo de Sébastien Marot, qui est là-haut, il introduit sur la métropole inéluctable, c'est-à-dire l'histoire nous dit que, je sais pas, les métropoles, les gens s'agglutinent dans les métropoles, et la métropole impossible. On voit pas trop comment, Blade Runner, comment on va arriver dans un monde que métropolitain. Moi, quand j'ai fait mes études, on parlait toujours de la ville. Les architectes, la ville. Du coup, c'est la solution. Les architectes se voient toujours comme la solution. Ils se voient rarement comme faisant partie du problème. Du coup, je pense que si on était capable de se poser la question des deux, ça serait intéressant. Et puis moi, en rejoignant la lutte contre l'aéroport en 2016, les gens ils sont contre un aéroport, ça me paraissait assez logique à moi, mais ils sont aussi contre la métropole. Ça, j'étais un peu perdu, quoi. Enfin, j'étais un peu genre, non, c'est la métropole, c'est quasiment un phénomène naturel, quoi. Et ça m'a permis de déconstruire ça. Et peut-être juste vous nommer que, par exemple, à la ZAD, où il y a des gens qui sont paysans, mais d'autres gens qui sont artisans, d'autres gens qui font d'autres choses, d'organisation, d'événements, de choses comme ça. En ce moment, on est en tension avec les mairies, là, il y a un truc qui se passe, parce que l'imaginaire de la campagne, c'est le négatif de la métropole. Quand on a travaillé sur le plan d'urbanisme à la ZAD, là, dans la séquence après l'abandon de l'aéroport, c'est globalement de la ZA, c'est la zone agricole. Ça n'en dit pas grand-chose. Dans une zone agricole, il peut y avoir des fermes paysannes, tout comme il peut y avoir des stabulations gigantesques qui font presque la taille d'un hangar aéroportuaire. Je dis ça, on peut en rigoler, mais en fait, là, on va vous emmener à Saint-Colomban et vous allez voir que les comparaisons de taille de bâtiments, enfin, il y a des choses qui se passent à Saint-Colomban. Je ne sais pas trop comment on se l'était dit, mais moi, je vais dérouler un peu Saint-Colomban. C'est pas très loin de Nantes. Vous voyez, il y a l'estuaire de la Loire sur la carte, mais avant, il y avait l'estuaire du fleuve Yprésis, qui était un autre fleuve. Puis il y a des géologues, j'en ai croisé un, qui ont trouvé ce fleuve et qui avait plein de sable. Du coup, une fois qu'ils ont trouvé en tant que scientifiques, vous voyez, on a trouvé, c'est cool, on est content, on a trouvé un vieux fleuve. Tout de suite, il y a du sable, hop, on va
créer la filière extractive qui va avec, dans un département où il y a beaucoup d'artificialisation, il y a beaucoup de besoins. Et du coup, le sable, il sert à quoi? Il sert en grande partie à faire du béton. À Saint-Colomban, je crois que c'est du 70% pour le béton, 30% pour le maraîchage industriel. Et quand vous allez sur place, du coup, nous, on est allés sur place rencontrer les collectifs depuis les soulèvements qui luttent contre ces extensions de carrière. Mais il se trouve qu'en parallèle aussi, avec des étudiants d'Urba, on est allé là-bas depuis 3 ans et aller voir ce qui se passe, quoi. Et aller essayer de faire des analyses de territoire depuis des contextes conflictuels qui sont qu'à 25 km de Nantes. Et on n'a pas trop idée de ça. Donc là, vous voyez, on est à Nantes. C'est où Saint-Colomban, vous savez, pour m'aider? « 25 km, là, il y avait une manif il n'y a pas si longtemps, fin septembre, il y a des gens qui sont allés en vélo de Nantes. Et du coup, si on zoome, c'est ici au sud de Grandlieu. Et donc, il y a ces carrières qu'on va assez voir assez vite, parce que une fois qu'elles sont extraites, en fait, les nappes phréatiques remontent et créent ces bassines. Du coup, ça crée aussi des déstabilisations. L'eau se retrouve en surface, ça crée tout un tas d'autres problématiques. Et dans ce paysage-là, vous voyez, il y a des sortes de mosaïques comme ça. Il faut imaginer que du coup, c'était un bocage avec des gens qui tenaient des fermes avec ce que nous racontait Mona, de prairies herbagées, de systèmes avec des bêtes, d'autres choses et tout. Là-bas, il y a des fermes qui essayent d'avoir plusieurs ateliers, mélangés, du maraîchage, des choses comme ça. Et ils se sont retrouvés confrontés à ce que les années 80-90 ont provoqué. Ça veut dire des maraîchers qui étaient en bordure de Nantes, qui se sont fait racheter très, très cher leur terrain, qui du coup, maintenant, ils viennent à Saint-Colomban, ils ont beaucoup d'argent et sont prêts à acheter le terrain 3, 5, 8 fois plus cher que les paysans qui sont déjà là. Et du coup, il y a une grosse tension entre les mondes paysans à l'intérieur de Saint-Colomban. Et si je zoome un peu, c'est que quand vous allez là-bas et qu'avec les étudiants, on s'est baladé là-bas en micro-trottoir, les gens ils disent entre la peste et le choléra, on préfère les carrières parce que ça se voit moins. D'ailleurs, souvent on fait des talus autour des carrières et on ne les voit pas trop parce qu'il y a une autre chose, c'est le maraîchage industriel complètement associé aux carrières qui, en fait, 30% du sable, il va directement, mais vraiment dans les parcelles voisines, être sur le sol, donc l'artificialiser. On va rajouter 3 fois dans l'année des couches de 3 cm de sable pour récolter de la mâche qui sera exportée dans toute la France et l'Europe depuis Nantes. Et il faut des machines pour le faire, donc il faut que tout soit nickel avec du sable. Et là, les infrastructures que vous voyez, je zoome, mais ça ne marche pas. En tout cas, ici, il y a une de ces coopératives, et c'est immense en fait. Et c'est immense, ici, il y a un parking. On est retourné l'autre jour avant la manif avec les copains. Bon, il y avait beaucoup de présence policière parce qu'il y avait une manifestation, mais c'est des parkings, on se croirait sur un P4 de l'aéroport Nantes-Atlantique, quoi. Voilà, je voulais juste vous nommer ça. On a une petite... ouais, voilà, moi je présentais un peu le contexte, mais on fait très court. Peut-être qu'on va ouvrir au débat après. Je dis juste un mot, parce qu'il vous a présenté le contexte, le problème, en fait, ce qui se passe à Saint-Colomban, c'est qu'il y a une lutte qui s'est formée. On a mené 6 actions. C'est un des endroits où on a obtenu une victoire. En fait, on a été contactés par des camarades paysans qui étaient souvent venus défendre la ZAD. Et puis, eux, ils voyaient leur ferme, autour de leur ferme, c'était grignoté tout le temps par le maraîchage industriel et les carrières. Et c'était un endroit, en plus, où on savait, on s'était déjà battu, parce qu'il y avait un projet d'entrepôt Amazon qu'on a empêché là-bas avec eux. Et du coup, là, ça fait 5 ans qu'on mène plein d'actions différentes. On a été occuper la carrière Lafarge, vous voyez la photo avec les tracteurs. On a été démonter une écluse illégale des maraîchers industriels. On a été cimenter des accès à l'eau de centrales à béton sur une manif à vélo. On a été ramasser plein de sable qui était sur les terres des industriels, là, il y a 2 semaines, des maraîchers industriels, et on a été le ramener dans les carrières. On essaye de mener une pression permanente, régulière, avec des agris et avec les assos locales. Et on a été même, parce qu'on s'est dit, bon, cette lutte elle est emblématique, on avait envie d'en parler à la fin, parce qu'au-delà de ces constructions incroyables qui nécessitent, on s'est dit, c'est vraiment une lutte qui connecte complètement les 2 enjeux de l'expo et qui peut aussi permettre de lancer le débat et de vous interroger, déjà parce que c'est pas loin, mais c'est aussi parce que, vous voyez, le rôle des carrières, c'est de permettre
de continuer à contribuer à un certain mode d'urbanisme, à un certain mode de construction au-delà du maraîchage industriel. Et c'est une lutte où en fait vraiment les deux enjeux, c'est changer de modèle d'agriculture et changer de modèle d'architecture. Et nous, on est contents parce que cette lutte-là, on a réussi à gagner un bout. Mais en fait, il y a encore une carrière qui menace de s'étendre et il y a encore un maraîchage pour l'urbanisme nantais et de la région. Et il y a encore du maraîchage industriel qui se développe partout. Du coup, il va falloir peut-être avec vous et avec les potes paysans là-bas et paysannes qu'on continue à agir. Et vu qu'on n'est pas loin, on se disait c'est un bon cas d'école pour essayer d'imaginer, en ouvrant à la discussion, comment on peut agir ensemble sur cette question-là à 2 pas de chez nous, qui implique, encore une fois, construire autrement, cultiver autrement. Et justement, pour ouvrir la suite, puisqu'on parle voilà, d'un sujet, oui, alors tu as ouvert les Goards, donc des sujets qui sont tout proches, qui sont chez nous. Juste peut-être le mot, pas du tout de la fin, le mot de l'ouverture et de la discussion avec vous, évidemment. Merci aussi pour ce rapport passionné aux choses. Enfin, je trouve ça hyper moteur. Dans la 4e partie du livre, je reviens juste sur le livre, vous parlez, c'est tout un chapitre un peu différent, bâtir une organisation pas à pas et se poser la question finalement de comment non seulement continuer à agir, mais amplifier, se structurer, etc. Et il y a notamment un paragraphe qui s'appelle le pari de la composition. Vous en parlez aussi au début, et donc là, je vais citer juste quelques mots. En tout début du bouquin, et ça se retrouve à la fin, voilà, il y a une phrase qui est écrite: quand tout part à volo, des acquis sociaux à nos milieux vitaux, la nécessité de s'organiser ensemble et de faire bloc s'impose. Et donc vous finissez à la fin sur le pari de cette composition, de dire qu'en effet on est dans une époque où tout nous sépare, enfin on essaye en tout cas, c'est une époque un peu fragmentaire. Et le travail de catégorisation et de division à l'essence même de la répression, c'est des choses qui apparaissent, et en effet on le voit aussi quand tu nous parles de Saint-Colomban, de ce fortin au milieu de la bassine. Et donc en contrepoint, et c'est là où je trouvais extrêmement porteur d'avenir, réjouissant aussi ces luttes que vous menez. Vous écrivez: il y a tout un maillage d'intermédiaires, de bâtisseurs, de ponts, de transfuges et de traductrices grâce auxquels se construit et circule le commun. Vous défendez une éthique de la non-dissociation. Le choix de la composition affirme que ce qui prime, c'est d'être ensemble face à l'insupportable violence qui nous fait face, celle de l'État et des infrastructures mortifères qu'il protège. Et tout ça, vous l'arrimez, et ce n'est pas forcément le sujet d'ouverture à la discussion, mais vous l'arrimez de beaucoup de penseurs, évidemment de penseurs qui vont de philosophes, de Polanyi, de Simone Weil, de Bertolt Brecht, de Walter Benjamin, de Martin Buber, des penseurs aussi qu'on traverse dans nos écoles, dont on a besoin aujourd'hui, des très actuels comme des plus anciens. Et ça aussi, ça fait partie des échanges qu'on pourrait continuer à avoir dans cette école et que j'espère qu'on va continuer à avoir, évidemment. Voilà, et je pense que toutes les questions, allez-y. Et surtout, merci beaucoup pour vos interventions. Désolé, on est un peu chaotique, on ne fait pas souvent cet exercice en amphi comme ça, alors mais on aurait dû finir plus tôt pour pouvoir plus échanger avec vous, mais il faut quand même le faire. Peut-être dire un mot du rôle des SAFER C'est que c'est précis, ouais. Ouais, c'est précis. Attends, non. On prend plusieurs. Et juste avant de vous, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il y a la librairie des Bien-Aimés qui est arrivée et qui vend le bouquin Première Secousse, le livre de Sébastien Marot également. Enfin voilà, ce sera plutôt après, mais je ne voulais pas omettre. Voilà, merci de votre présence. Et toutes les affiches sur Désarmer le béton, vous pouvez les prendre, les coller sur vos murs, dans l'école, partout, elles sont jolies. N'hésitez pas. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper intéressant et c'est source de beaucoup de débats et de questions. Je vais m'en contenter d'une seule. À propos, moi je vais revenir sur l'extension de l'aéroport de Nantes avec la ZAD notamment. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et en plus j'ai de la famille à Nantes, donc forcément voilà, je me renseigne beaucoup dessus. C'était savoir comment est-ce qu'on arrive à avoir la légitimité d'être contre l'aéroport de Nantes après le vote, le référendum qu'il y a eu en Loire-Atlantique et qui a voté pour à 55%. C'est un sujet que, voilà, j'en parle beaucoup avec mes grands-parents et à chaque fois j'ai cet argument
qui est face à moi et je ne sais pas quoi répondre parce que forcément, quand on a eu un référendum, un vote de la population qui vote pour à 55%, c'est compliqué de débattre dessus, quoi. Ouais, c'est une question trop bien. C'était un moment vraiment un peu charnière de la lutte, vous voyez, quoi. C'était comme je situe, quoi. C'est-à-dire c'est une lutte qui dure depuis 40 ans. À un moment donné, les gens ils croient que le projet il est enterré. À un moment, il reparaît. Petit à petit, il y a des gens à l'appel des habitants locaux les plus impactés, quoi, les paysans et les gens qui habitent. Il y a un appel pour dire on va pas y arriver tout seul, notre territoire il se dépeuple, il est plus cultivé, les maisons tombent en ruine. Du coup, venez, on est tout un tas. Moi, je fais partie de la génération qui arrive pour soutenir, protéger ce territoire. Et là, on met en défaite l'État et la police. Ça n'arrive jamais. En 2012, il y a 2000 policiers qui débarquent. Pendant 6 semaines, on se bat, on est soutenu, et à la fin, ils repartent. Et effectivement, ensuite, l'enjeu de l'État, c'est de regagner une légitimité. Il avait perdu sur le terrain, il avait perdu policièrement, presque militairement, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Et tout l'enjeu, c'est de reprendre le pied, la maîtrise du récit. Et la maîtrise du récit, pour l'État, c'est de dire, mais dans le fond, là, cette résistance, c'est que vous n'avez pas bien compris, on va vous expliquer mieux. Donc, ce qu'a fait l'État en premier lieu, en termes de légitimité démocratique, c'est une commission de médiation. Et voilà, pour dire, ah ça y est, on a mieux expliqué aux gens, du coup, on y retourne. La commission de médiation, à l'issue de la commission de médiation, il y a une manif de 70 000 personnes à Nantes. Au moment où ils voulaient revenir expulser la ZAD. Et il y a Nantes qui est un peu retournée avec tout un tas de machines Vinci qui crament. Là, ils abandonnent de nouveau. Ils se disent, comment on reprend pied sur le récit. Et là, ils font le truc qui apparaît le plus légitime et démocratique. C'est ce que t'expliques en 2016, alors qu'on a fait des manifs à 80 000 personnes sur les 4 voies. Ils disent, non mais en fait, regardez, on va faire décider le peuple. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On fait le truc qui est classe, qui est normal, qui est bien de faire. Et nous, à un moment donné, effectivement, on s'est retrouvés dans une espèce de dilemme avec l'ensemble des associations avec qui on s'organisait, qui disaient, mais est-ce qu'on accepte cette légitimité-là? Et effectivement, et nous, on a été regarder qu'est-ce que veut dire ce vote par rapport à un mouvement de lutte, par rapport à un mouvement d'action directe et de résistance. Et on a dit, ouais, mais en fait, c'est eux qui choisissent le périmètre qui va leur convenir le mieux, avec tout un tas de gens qui, en fait, n'habitent pas du tout sur le territoire impacté ou pas proche du tout. Tout un tas de gens qui vont voter, on va dire, de loin. C'est eux qui ont les moyens, qui connaissent les rouages d'un référendum et d'un vote, qui ont les moyens financiers, publicitaires et médiatiques de mener campagne. À tout un tas d'égards, en fait, il y a une asymétrie dans l'exercice de la démocratie qui est tout à fait problématique et qu'on doit contester, questionner en tant que tel et qui est extrêmement courant en réalité. Donc, ce qui est posé comme très horizontal, légitime, une forme de démocratie directe offerte par l'État, en fait, c'est en partie un leurre. Et en fait, une partie du mouvement a dit « Ok, on va quand même jouer le jeu, essayer de gagner dans le référendum. » Et une autre partie du mouvement, nous, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Pendant le week-end où les gens votaient, on a fait une construction avec des gens de l'école d'architecture. On a fait un dôme parce que c'était un référendum. Et nous, on a dit « On va refaire un dôme pendant le référendum. » Du coup, on a fait un dôme en terre-paille. Du coup, on s'est bien marré. On a fait la fête, on a fait une construction. Et là, le dimanche soir, on était tous dans cette grange dans laquelle on faisait les assemblées. Et là, on a attendu le résultat. Et le résultat, c'était qu'effectivement, on perdait de 4%. Et là, il y avait l'ensemble des journalistes, des médias du pays, parce que la lutte était quand même très regardée, qui s'attendaient à ce qu'on voit tous ces gens, tout le mouvement, toutes les assos, y compris les élus qui étaient dans le mouvement, la maire de Bouguenais, enfin voilà, qui étaient dans le mouvement, repartir avec une mine déconfite et dire, ben, on arrête, on a perdu face à la légitimité démocratique. Et là, il s'est passé un phénomène qui était complètement singulier, relativement inattendu, improbable pour les journalistes. C'est qu'au lieu avec une mine déconfite, de dire on abandonne, ils se sont retrouvés face à une salle entière qui chantait « Il n'y aura jamais d'aéroport et on ne lâchera pas ce combat » et qui scandait ça avec tout le monde. Pour le coup, la composition, il y avait les autonomes masqués, il y avait les élus, il y avait les associations. Et parce qu'on avait compris ensemble que la manière dont le gouvernement, dont les aménageurs, dont les boîtes comme Vinci organisaient ce vote était extrêmement problématique, asymétrique, et que face à un rapport sensible, à un rapport voyez, de lutte à un territoire, par rapport à un attachement tel qu'on l'avait développé dans le mouvement, ce que voulait dire ces 4% de différence ne serait jamais suffisant pour qu'on lâche sur cette lutte-là. Et en réalité, ça a été assez fou pour les journalistes. Mais en fait, je veux dire, la seule personne à ce moment-là qui a lâché la lutte, ça devait être Ségolène Royal ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui n'était pas dans le mouvement de toute façon. Et tous les autres ont fait, on continue. Et voilà, je ne sais pas si ça t'apporte des billes, mais en tout cas, pour nous, c'était un moment majeur parce que ce genre de procédé a fait plier certains mouvements. Il y a eu un mouvement énorme contre la construction d'une nouvelle gare en Allemagne où ils avaient fait un référendum.
Et en fait, c'était un mouvement énorme, un mouvement tel que le mouvement contre l'aéroport. Et à un moment, ce mouvement ne s'était pas préparé à la possibilité de perdre face à cette forme d'exercice démocratique faussé. Et ils se sont pliés au résultat, et bam, ils ont perdu après 30 ans de lutte, quoi. Et nous, c'est pas ce qui s'est passé. Et récemment, ouais, ils ont fait un référendum, un Sacolomon, mais je veux dire, effectivement, les anti-carrières et maraîchage industriel ont perdu de peu le vote, mais en rien, ça n'a terni la conviction que le maraîchage industriel était problématique et que l'extension de ces carrières était problématique et qu'il fallait trouver des alternatives à ça. Et ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce que disent les gens et de ce que votent les gens. Je pense que c'est différent. Par contre, on ne peut pas juste se laisser faire en se disant « Ah oui, ok, ça a une légitimité absolue et qu'on ne peut pas remettre en cause. » Désolé, tu m'as branché sur un sujet qui me passionne. Je suis à fond sur le référendum, quoi. Non mais parfait, merci beaucoup de la réponse. Il y a celui-là. Si ça marchait. Pardon. Oui, merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux bâtisseuses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et également sur les actions que vous menez aujourd'hui et qu'est-ce que c'est aussi, enfin repréciser le contexte dans lequel c'est né et aussi peut-être le relier aux actions qui a à Nantes ou autre. Voilà, merci. Toutou. Je vous montre une image. Alors, on ne dirait pas que c'est des architectes parce que c'est pas trop le cas, à moins qu'il y en ait peut-être, enfin, on ne sait pas. Mais ça, c'est les naturalistes en lutte dans le mouvement anti-aéroport. Des gens qui ont beaucoup aidé à mettre toute leur passion et amour et science et compréhension du vivant pour contrer les argumentaires qui étaient notamment sur la compensation écologique. On va faire l'aéroport, vous inquiétez pas, on construira une mare au milieu de nulle part, on mettra les crapauds, tout ira bien. Et voilà, donc ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Il se trouve que dans le sillon des soulèvements de la Terre, il y a un mouvement qui est né qui s'appelle les naturalistes des terres. Et eux, ils ont vraiment pris le truc depuis nos potes, enfin les naturalistes, ceux qu'on connaît, ceux qu'on est, qui bossent en bureau d'études. En fait, ils sont dans une totale, tristesse parce que globalement, ils font leur métier passion, ils essayent d'en vivre, mais globalement, tout ce qu'ils font, c'est compter des bactraciens pour valider des projets d'aménagement qui vont détruire les milieux d'habitat des bactraciens. Donc ils sont quand même plongés dans un truc, vous voyez, dans l'époque où on est, de 6e extinction de la biodiversité, enfin, c'est compliqué. Et les métiers correspondent à ça. Et du coup, il y a eu tout un truc de se dire, comment on fait pour qu'à l'intérieur des manifs, par exemple pour les soulèvements, on puisse venir non pas que seulement en tant que manifestant, manifestante, mais depuis des champs de savoir, des champs de passion qui ne sont pas que du savoir froid, j'ai fait un diplôme et tout, mais moi ça m'intéresse. Et du coup, les naturalistes des terres, il y a 1 an et demi, 2 ans, ils se sont vraiment mis en route pour coaguler. Ils avaient fait une carte comme ça où ils ont proposé aux gens de s'inscrire qui est prêt dans son quartier à dire moi j'ai les savoirs et je peux aider une lutte locale. Et voilà. Du coup, les bâtisseuses des terres, en fait, ça a suivi, on s'est dit, on est plusieurs à s'être retrouvés dans le cadre d'un chantier des reprises de savoir. On a appelé ça reprendre le bâtir au béton. On a lu le livre reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan, qui je crois font une conférence. Et on s'est dit tiens, leur hypothèse politique, qu'est-ce qu'elle peut être dans le bâtiment? Est-ce qu'on peut comparer l'agro-industrie au BTP? Est-ce que construire en terre paille, c'est équivalent à la paysannerie? Il y avait plein de trucs qui nous paraissaient pouvoir fonctionner, puis plein de trucs qui ne marchaient pas. Il n'y avait pas de confédération paysanne des métiers du bâtiment. Et du coup, là-dessus, on est plusieurs à s'être croisés et à tenter ce truc des bâtisseuses des terres, qui est comment des gens qui se sentent intéressés par les questions du bâtiment, sont prêts à se retrouver, et que ce soit des gens qui soient un peu dans des questions d'autonomie matérielle, comme des gens à la ZAD et tout, on va construire nous-mêmes des choses, mais que ce soit aussi des travailleurs du bâtiment qui sont pris quelque part dans la machine, mais qui ont plein de savoir aussi sur ça. Et pour l'instant, voilà, c'était allé trop vite la présentation. J'ai pas grand-chose à en dire parce que ça existe, c'est en train de se rencontrer. Mais il y avait quelqu'un dans la salle que j'ai pas vu. En tout cas, on s'est dit tiens, cette histoire de comités locaux. Comment est-ce qu'à Nantes, parce que pour l'instant c'est un peu des gens éparpillés dans toute la France, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et voilà, c'est des discussions qu'on va avoir dans les prochains mois ici à Nantes. Et peut-être juste sur
une petite histoire sur la région, là, Pays de Loire, vous avez vu, très artificialisé. Ce qui s'est passé samedi ici, donc vous étiez sans doute peut-être pas trop au courant, ça fait partie des choses qui se frôlent dans l'école, mais cette rencontre autour de la Bernard Lambert, il faut savoir qu'ici, il y avait un prof qui a été prof ici à l'école, qui s'appelle Olivier Tric, qui est décédé il y a un peu moins d'1 an, et que du coup, sans doute d'entre vous connaissent. Nous, on l'avait accueilli à la ZAD, à la bibliothèque. Il était venu avec des paysans parce que dans 68, il avait fait les affiches de 68, et après il était prof, après ça s'était mal passé je crois avec l'école, et du coup il avait rejoint des fermes, et du coup il était très proche des paysans. Et quand il y a eu les manifs du mouvement de février, là, le mouvement agricole très confus, enfin pour nous en tout cas, sur qu'est-ce que ça voulait raconter, parce qu'à la fin ça écrase les règles, enfin les peu de normes écologiques. En tout cas, nous on s'est retrouvés à bloquer avec les gens de la Conf Paysanne le centre Leclerc là, à Saint-Étienne-de-Montluc, et il y avait plein d'étudiants de l'école d'archi. Donc je trouvais ça intéressant que dans l'histoire de ce département, il y a eu des liens étudiants, ouvriers, paysans pendant 68, il y a eu des liens à la ZAD, des choses comme ça, mais que ça peut continuer d'avoir des liens, et c'est pas une question de est-ce que tu es suffisamment, je sais pas dans quelle case politique, c'est comment ensemble on peut être prêt à faire des choses. Donc à suivre. Oh. Vas-y, je te passe celui-là. Merci beaucoup. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Merci beaucoup. Moi, un truc qui m'intéresse, c'est dans cette question de savoir et de reprise de savoir, quel est un peu votre lien aux machines? Parce que j'ai l'impression qu'une des dépendances qui est aussi hyper présente, c'est tout ce qui est l'ordi, notre projection, mais même dans la diffusion des informations, du savoir, tout ça. Voilà, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça à partager? Je laisse la parole à la plus anti-tech d'entre nous. Moi, je pense personnellement, mais qu'on n'a pas assez de réflexion sur ça. Effectivement, enfin, en tout cas, dans les soulèvements de la Terre, on est complètement dépendant de réseaux de diffusion qui sont liés à l'informatique, à Internet, etc. Et on les utilise. Après, moi, je vois aussi comment des amis qui ont pu faire ce choix de, par exemple, diffuser uniquement leur écrit, leur avis politique juste par écrit, n'ont aucune visibilité. Et du coup, c'est un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus s'imposer une cohérence absolue à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut critiquer ces outils, les mettre en cause tout en les utilisant. Je pense que le problème, il se pose aussi sur Twitter, par exemple. On peut dire, ah mince, en fait, Twitter appartient à X appartient à Elon Musk. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser X? Moi, j'aimerais mieux que, voilà, on passe par d'autres canaux de diffusion, mais en fait, des fois, en faisant ça, tu n'as aucun impact et en fait tu touches plus plein de monde. Donc voilà, il y a cette réflexion là sur en tout cas les ordinateurs. Et après la machine, en tout cas par exemple sur le monde agricole, c'est sûr que la modernisation de l'agriculture s'accompagne de mécanisation et maintenant là c'était les derniers mots de Macron, c'est robotisation, numérisation, enfin ça va de plus en plus loin dans la technologie de pointe utilisée pour ces machines-là. Mais après, moi, à la fois, je suis très critique et à la fois, juste avec un tracteur, je me rends compte, je veux dire,
en utilisant un tracteur, ce qui est très peu, ce qui est un faible niveau de machinisme en agriculture aujourd'hui. Mais avec un tracteur, je me rends compte aussi c'est de la force décuplée qu'on a avec cette énergie contenue dans la machine, et que c'est en fait avoir une agriculture sans machine, ça voudrait pas dire être 1 million de paysans. Je pense que c'est beaucoup plus. Et c'est juste que tu te rends compte vraiment quand en fait, voilà, tu fais des choses sans machine, tu essayes, etc. Moi, je fais un peu ça. Vraiment, tu te rends compte de l'effort physique que ça demande et de la contrainte, etc. Et du temps aussi que ça requiert. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une réflexion sur ça, mais il ne faut pas non plus vouloir à tout prix s'abstenir de mécanisation. Oui, mais ça me donnait envie. Ouais, c'est ça. C'est que je me disais, bon, il y avait l'atelier paysan donc, qui est intervenu la semaine dernière, on va dire, pour le prendre depuis un secteur qui était celui duquel tu prenais. Bon, je pense, nous, on n'est pas dans une espèce de critique radicale, anti-technologique, enfin, ça fait partie, je sais pas, de nos réflexions, de nos débats constants. Et après, effectivement, on a des camarades là qui sont impliqués dans le mouvement des soulèvements de la terre, qui essayent de dire, il y a une machinisation qui participe à la disparition des paysans, clairement, et qui participent à la dépendance vis-à-vis des multinationales. Et eux, c'est pas des anti-tech radicaux, l'atelier paysan, c'est plutôt des gens qui se disent, avec un ensemble de techniques, comment on va construire des machines qui donnent plus d'autonomie et qui cassent la dépendance par rapport à des forces hostiles aux paysans. Et moi, j'aime bien ce rapport-là un peu geek et bricoleur, et qui dit pas, bon, voilà, on va s'en passer à tout prix, mais qui retrouve des savoir-faire techniques qui donnent plus d'autonomie. Bon, voilà, après, il faudrait répondre plus longuement ou en parler avec l'atelier paysan, mais je crois qu'on est plutôt de cet angle-là, quoi, de cette bande-là. Et après, pour le monde de la construction, enfin nous, en tout cas, il y a plein de personnes à la ZAD qui travaillent plus dans l'artisanat, le monde de la construction, qui sont menuisiers, charpentiers, bûcherons, élagueurs, etc. Et en fait, là, de plus en plus, ils développent des chantiers où ils y vont à une équipe de bûcherons et élagueurs plus 2 paires de chevaux qui vont débarder. Enfin, c'est juste pour avoir. Enfin voilà que, en fait, des fois, la machine implique aussi, par exemple là sur le bûcheronnage, un certain type de bûcheronnage, souvent qui va avec la coupe rase. Et là, du coup, ils vont dans certains endroits et ils sont demandés à certains endroits parce que justement, ils ont les tronçonneuses, donc ils ont quand même des machines. Mais par exemple, ils vont débarder à cheval. Et voilà, du coup, cet aspect-là, par exemple, il y a une réduction énergétique aussi. Et je voulais dire aussi par rapport à ta question, parce que je veux le prendre d'un angle plus général sur ce que sont les soulèvements. Il y a tout un tas de parties du bouquin, on a nommé ça nos paradoxes. Et je pense que nous, on assume qu'un mouvement révolutionnaire ou un mouvement offensif, c'est nécessairement un mouvement impur et paradoxal. Et je pense que c'est important pour nous de dire ça, parce qu'il y a tout un tas aussi de credos de pureté militante qui, à plein de moments, en fait, on doit se poser la question, vous voyez, des questions éthiques profondes, y compris sur le pouvoir, la verticalité, les moyens qu'on utilise. Et pour autant, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que si on veut composer avec des gens différents, de gens qui sont dans ce credo, vous voyez, d'une forme de pureté militante, de recherche de cohérence, et si c'est ça le souci majeur, on va louper tout un tas de leviers de lutte, de possibilités de rencontres et de possibilités, vous voyez, de leviers fonctionnels et majeurs qui sont immenses. Et en fait, je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui que de faire la révolution avec des moyens impurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soucier de questions éthiques, mais quand tu poses la question des machines, oui, on se la pose, et en même temps, on est à donf sur les réseaux sociaux parce qu'on se dit qu'on ne peut pas, si on aspire à un mouvement révolutionnaire aujourd'hui, se passer d'une partie de leur usage. Et ça, je pense qu'on peut le répliquer de plein de manières, et je pense que nous, depuis notre position, on doit assumer un certain nombre d'impuretés et de paradoxes qui nous constituent. Une dernière question, en sachant que voilà, et qu'après, si on ira au Louis Blanc, donc vous pourrez continuer la discussion si vous voulez. Vous êtes tous bienvenus. Je vais poser une question pendant que le micro remonte jusqu'à toi. Ah oui, mais en fait, une partie des gens sont partis, c'est normal parce qu'on a été long. Mais je me demandais qui parmi vous était de l'école d'architecture. C'est juste pour capter dans la salle qui plutôt en est et qui est venu. Plutôt les plus jeunes, plutôt par là. Non, mais c'est juste pour avoir. Merci de répondre.
Ouais, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouvais ça extrêmement fascinant et surtout fascinant de voir comment par l'action, il y a un savoir qui est en train de se constituer sur ce qu'on pourrait appeler les arts de la fermeture. Je reprends l'expression de Diego Landivar et Alexandre Monin. Mais, je voulais savoir, du coup, par rapport à ça, peut-être en revenant sur l'écriture de votre livre, quelle place vous aviez donnée à la recherche, on va dire, du coup, plus académique, sachant que, bon, là, on est dans une école et que, du coup, il y a aussi des laboratoires et comment vous comptez peut-être prospectivement faire avec eux ou faire à côté d'eux ou faire sans eux. Voilà, c'est la question que je me posais. Celui-là marcherait. Je réponds brièvement, mais je crois qu'on a immensément besoin de personnes qui ont un savoir académique, des pratiques universitaires, des pratiques d'enquête, et qui voudraient passer du temps à alimenter les luttes et nos compréhensions des dispositifs auxquels on fait face. Et ça de plein de manières. Je donne juste un exemple. Après, bon, là, c'est plus sur le rapport journalistique. La semaine dernière, à la ZAD, il y avait 10 femmes journalistes qui font un travail extraordinaire, de Inès Léraud à Morgane Large, à Lucille Leclerc, des meufs qui travaillent sur les travailleurs immigrés et détachés dans l'industrie maraîchère, qui travaillent sur les pesticides, les algues vergues, Lactalis. Et en vrai, nous, on est pris aussi dans un rythme d'enchaînement d'actions avec lequel parfois il faut qu'on prenne du recul. Mais en fait, ce qui peut permettre d'être adéquat, précis sur ces actions, de trouver les bons leviers stratégiques, c'est une connaissance fine et parfois académique des situations et des gens qui arrivent à prendre le temps d'enquêter. On manque d'enquête sur les bassines, on manque d'enquête sur la filière maïs, on manque d'enquête sur une partie de l'industrie du béton. On rêve à plein de moments que des gens se disent « Moi, je suis prêt à passer quelques semaines, quelques mois, on va voir ensemble comment ça peut s'organiser, comment, je sais pas, ça peut se financer, comment ça peut se dédier ce temps-là. » Mais en fait, ce qui fait un mouvement de lutte, c'est aussi un ensemble de personnes qui lui permettent d'avoir les savoirs adéquats. Et après, on se dit quand même qu'il y a quand même dans le monde beaucoup plus de personnes qui travaillent sur des savoirs académiques, qui produisent des écrits théoriques très intéressants ou qui alertent sur l'état du monde, et qu'en fait, c'est pas pour ça que ça... si tu veux, ça éclaire, c'est très intéressant à chaque fois, mais ça ne change pas forcément la marche du monde. Et du coup, nous, on pense que, en tout cas, voilà, il y a besoin de mouvements, d'actions, comme les soulèvements. Et alors que voilà, on aurait pu faire aussi de la recherche académique, mais on s'est orienté vers ça parce qu'on s'est dit aussi que c'était nécessaire et qu'il y avait moins de monde à ces endroits-là. Et du coup, faut pas non plus que tous les gens qui ont un goût pour l'action, la politique, etc., se tournent vers faire des enquêtes, parce que sinon, ça n'est jamais suffisant. Et par contre, je pense que dans l'autre sens, effectivement, il pourrait y avoir souvent les enquêtes sont trop en vase clos aussi, et finalement, il y aurait un intérêt à relier lutte et enquête, effectivement, pour que les deux s'enrichissent. Alors après, là, on parlait des journalistes, qui est du journalisme qui est un peu différent du savoir académique, mais c'est vrai quand on voit, là, il y a la semaine dernière, comme vous avez sûrement vu, mais il y a un article qui est sorti sur une étude qui a été faite sur des enfants à La Rochelle, là où il y a 72 enfants qui ont été testés aux pesticides, et il y a donc on a retrouvé des traces de pesticides interdits depuis 20 ans dans l'urine et les cheveux de 72 enfants. À côté de La Rochelle, il se trouve que La Rochelle, c'est aussi le territoire où il y a les mégabassines. Et en fait, on se dit, il y a eu une manifestation de parents d'élèves. Il y a des affaires aussi comme ça qui sont extrêmement graves, choquantes et qui sont étouffées. Peut-être parce que, il n'y a pas assez de lien entre journalisme et lutte ou entre enquête et lutte. Et après, souvent, dans le savoir académique, les gens sont souvent pétris de soucis d'objectivité scientifique, et du coup souvent ils n'arrivent pas à forcément à prendre parti, alors qu'en fait leurs savoirs sont toujours situés, mais souvent en fait par souci d'objectivité ils vont pas du tout vouloir se mêler à des partis pris politiques. Et peut-être juste pour nommer un peu sur la même gamme, mais que le fait de faire un mouvement, ça peut peut-être augurer
que des gens qui sont, il y a plein de chercheurs qui ont bossé avec nous, mais tout d'un coup on peut bosser ensemble, parce que souvent on est dans nos sillons, on est séparés, on a bien des idées proches, mais en fait les choses ne circulent pas, quoi. Et du coup c'est ça où il y a besoin de construire un mouvement, et peut-être par exemple il y a 2-3 ans, là, il y avait le truc des discours des étudiants d'AgroParisTech qui disent nous, vous pensez qu'on est la solution parce qu'on est les ingénieurs de la transition écologique, mais on considère que voilà, on va juste faire avaler un nouveau truc à tout le monde, du coup plutôt on se casse. Et ce geste-là, nous, plutôt il nous a beaucoup parlé parce qu'il correspond à plein de trucs, et en même temps, après il y a eu un débat médiatique beaucoup fait par les médias économiques, qui était un peu genre signal d'alarme, il se passe un truc, ça a été très très déployé, et c'est redevenu très binaire. Il y aurait des déserteurs, et il y aurait, je sais pas quoi, l'antrisme ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que nous, aujourd'hui, dans tous ces mouvements-là, on n'est plus du tout à cet endroit-là, quoi, de vouloir encore créer des divisions entre qu'est-ce qui serait des bonnes pratiques ou pas. Et du coup, voilà, il faut bosser ensemble, il faut trouver des moyens, et il y en a plein, et essayer de pas... voilà, il nous faut à la fois, en fait, des refus et des postures de politique. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de consensuel, et à la ZAD, j'ai appris une culture du conflit que je n'avais pas, mais qui me permet quelque part de mieux me sentir dans mes possibles actions et recherches et des choses comme ça. Et voilà, je pense que ça aide. Je voulais dire qu'il y a une série d'affiches qu'on a reçues qui un peu parle de notre rapport au savoir-faire académique. Vous voyez, ça s'appelle les recommandations du GIEC. Il y en a plusieurs, il y en a différentes à chaque fois. Ça c'est désarmer le béton. Il y en a une autre, c'est la recommandation du GIEC numéro 1, ça dit zéro artificialisation nette. En fait, j'ai l'impression que ce que cette série d'affiches vient dire, c'est qu'on a une considération pour le savoir-faire académique, mais qui doit avoir immédiatement une forme de conséquence pratique que tente d'illustrer ces affiches. Je ne sais pas si vous voyez, là, je crois que c'est des malaxeuses qui brûlent dans un terrain, dans une cimenterie près de la 69. Bref, voilà, c'est un peu trouver ce lien, voilà, qu'on doit toujours, qu'on ne doit jamais perdre de vue entre savoir-faire académique et conséquences. Merci. Vis-à-vis de ça, ma question c'était peut-être plus directement, est-ce que vous pensez que ce serait important dans l'évolution du mouvement que des chercheurs ou des chercheuses enquêtent sur votre mouvement? Je comprends que... sur nous voilà, sur votre mouvement, mais dans le sens en fait où on peut participer à la constitution d'un savoir sur les arbres de la fermeture, et il me semble que c'est important que la recherche académique s'intéresse à ce type de pratique. Ça a été bien nommé sur la présentation du bouquin, essayer d'écrire un bouquin depuis le mouvement. À la ZAD, on a eu 1000 étudiants, chercheurs qui sont venus et tout. Et il y a des trucs qui sont des relations qui ont été plus ou moins bonnes, parce que c'est plus ou moins intéressant ce qu'on fait. Enfin, ça demande beaucoup de temps de faire des entretiens. Enfin, genre, on reçoit beaucoup de mails, beaucoup de sollicitations. Et ça peut être très chouette, comme ça peut être un peu genre bizarre, en fait. Enfin, pas cool. Et nous, on a un prof qui a beaucoup aidé dans les soulèvements, qui est enseignant dans une grande école à Paris, et lui disait en fait les étudiants c'est compliqué parce que 70% des sujets c'est la ZAD, la relation humain, le truc culture nature, enfin tout un tas de trucs comme ça, et il disait en fait il y a très peu de gens qui disent moi je vais aller enquêter sur Total, comment ça fonctionne, une multinationale, voilà. Et j'ai l'impression qu'on a un moment où ces savoirs-là, on a du mal à les solliciter, ils sont pas accessibles. Tu viens à la ZAD, toujours les gens ils disent ah ouais viens on prend un télé, je te raconte et tout, je vais chez Total, je dis ah ouais votre truc, enfin c'est plus compliqué. Et pour autant il s'agit de l'art de démantèlement, il s'agit de comprendre ces structures. Et peut-être aussi, moi j'ai beaucoup apprécié le livre de Menin et Landivar, et en même temps ils sont à un autre endroit, parce qu'eux ils proposent de démanteler avec Total. Enfin, et du coup il y a un truc un peu étrange pour nous dans le fond d'essence de ces structures-là et dans un monde capitaliste. Quoi. Et du coup, là-dessus, on n'est pas au même endroit. Mais c'est cependant un livre hyper intéressant, je pense, à lire en tant qu'étudiant en architecture. Elle s'appelle Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement. Et puis, il y a l'autre livre, Première secousse, qui se fait dans la... Et il y a aussi celui-ci qui existe quand même. On ne dissout pas un soulèvement, et qui est intéressant aussi parce que justement, il y a des gens du monde académique qui ont écrit en dessous, enfin voilà, et le plus peut-être connu d'entre eux et des scolaires. Le texte commence par un truc des scolaires. Enfin voilà, enfin, moi ce que j'apprécie énormément, c'est la manière dont vous faites, vous essayez de faire lien sans opposer. Et ben, on vous propose de continuer.
continuer la discussion de manière informelle si vous le souhaitez. Et surtout, on vous remercie énormément. Ouais, merci.